La présidente du lycée Suzune Inukami et le vice-président Kazuki Ryusen sont les élèves les plus populaires de leur école, toujours vus ensemble. Ken Usado, quant à lui, se considère comme oubliable et aspire à une vie fantastique. Un jour de pluie, leurs vies prennent un tournant inattendu lorsqu'un cercle magique mystérieux les transporte dans un autre monde. Dans le royaume de Linger, ils sont convoqués en tant que héros pour combattre une menace démoniaque imminente. Suzune et Kazuki découvrent rapidement leurs affinités magiques, mais la révélation de Ken choque tout le monde. Il possède une magie de guérison rare. Avant qu'il ne puisse assimiler cela, Ken est emporté par Rose, la redoutable capitaine de l'équipe de secours, qui promet de l'entraîner rigoureusement. Alors que Suzune et Kazuki s'adaptent à leur nouveau rôle, Ken fait face à un entraînement intense, se préparant à un destin qui mettra à l'épreuve son courage et sa résilience. Suivez-nous à travers cela alors que nous plongeons pleinement dans l'histoire complète. N'hésitez pas à laisser dans la section des commentaires quel anime vous souhaitez que nous récapitulions pour votre divertissement. L'histoire commence avec la présidente du lycée, Suzune Inukami, et le vice-président Kazuki Ryusen entrant dans leur salle de classe. Apparemment, ils sont les plus populaires de l'école pour des raisons évidentes, et les deux sont toujours ensemble. Après l'école ce jour-là, Suzune et Kazuki prévoient de trier quelques documents avant de rentrer chez eux. Ailleurs à l'école, il y a un autre élève, Ken Usado. Il est l'opposé complet de Suzune et Kazuki. Il est le moins populaire, et il se considère comme la personne la plus oubliable. Il est sur le point de rentrer chez lui après avoir dit au revoir à ses camarades de classe quand il aperçoit un nid d'oiseaux par terre avec les oisillons criant à l'aide. Il ramasse le nid et, avec l'aide d'une échelle, il parvient à le remettre en sécurité. En réalité, Ken a toujours espéré une vie fantastique, mais c'est comme ça. Il a commencé à pleuvoir et il va au porte-parapluie pour découvrir que son parapluie a disparu. Cependant, il y a encore un parapluie dans le porte-parapluie, mais il pense qu'il ne ferait que causer des problèmes au propriétaire s'il prenait le parapluie. Il décide de s'asseoir et d'attendre que la pluie cesse pour pouvoir rentrer chez lui. En s'asseyant, il souhaite avoir de la magie pour l'aider à rentrer chez lui. Peu de temps après, Ken se rend compte qu'il est assis depuis des heures et que la pluie ne montre même pas de signe d'arrêt. Il s'exclame de surprise et à ce moment-là, Suzune apparaît. Suzune comprend facilement que Ken n'a pas de parapluie et que c'est la raison pour laquelle il est coincé à l'école. Ken est trop timide pour répondre clairement à Suzune et il dit simplement qu'il va maintenant rentrer chez lui. Suzune l'arrête et dit que ce serait mal de sa part de le laisser partir comme ça. Kazuki arrive aussi et propose d'offrir à Ken son parapluie de rechange pour qu'il puisse sortir sous la pluie. Ken est surpris d'entendre cela car il n'a jamais pensé que Kazuki était un type sympa. Ils ne se sont jamais parlé même s'ils sont dans la même classe. Ken accepte humblement le parapluie et remercie les deux pour leur aide. Suzune suggère alors qu'ils rentrent tous ensemble, ce qui choque encore plus Ken. C'est comme s'il était dans un fichu pays des rêves. Il se demande comment toute l'école réagira en découvrant qu'il est rentré chez lui avec les deux gars les plus populaires de l'école. Il est tellement perdu dans ses pensées qu'il ne se rend pas compte qu'il parle à voix haute. Suzune et Kazuki sont surpris d'entendre cela, mais Ken écarte rapidement la question. Après cela, ils commencent à rentrer chez eux, et Ken profite de l'occasion pour demander aux deux s'ils sortent ensemble. Les deux se retournent pour lui demander pourquoi il leur a posé une telle question, et il répond que les gens en parlent toujours, et que c'est la raison pour laquelle il a demandé. Les deux répondent qu'ils apprécient le fait qu'il leur ait posé la question plutôt que de parler dans leur dos. Suzune dit alors à Ken qu'elle et Kazuki ne sortent pas ensemble. Ils ont simplement tendance à passer beaucoup de temps ensemble parce qu'ils sont tous les deux au conseil des élèves. Ils continuent leur chemin vers la maison et Suzune profite de l'occasion pour demander à Ken quels sont ses projets après l'école. Ken n'a pas encore de projet et c'est pareil pour Suzune. Elle a même l'impression de ne pas être à sa place. Suzune et Kazuki s'arrêtent soudainement lorsqu'ils entendent le son d'une cloche. Les deux sont surpris que Ken n'entende pas le son comme eux. La cloche commence à devenir plus forte, mais les deux n'ont aucune idée d'où vient le son. Soudain, un cercle magique jaune vif s'ouvre sous leurs pieds. Ils commencent à se demander à quoi sert le cercle, mais Ken dit que le cercle est probablement une porte vers un autre monde. Suzune semble ravie en entendant cela, et elle se demande s'il y aura des héros et des démons dans le monde où ils vont. La force du cercle devient plus forte, et ils sont aspirés dans le portail magique. En se réveillant, ils se retrouvent dans une salle du trône. Il y a un roi, une prêtresse et des gardes qui les regardent fixement. Kazuki et Ken semblent dérangés par cela, contrairement à Suzune qui est contente qu'ils se soient retrouvés dans un autre monde. Kazuki parle fort et exige de savoir ce qu'ils leur ont fait et pourquoi ils sont là. Un des gardes veut le faire taire pour avoir manqué de respect au roi, mais le roi l'arrête. Le roi décide alors de se présenter et de parler au trio calmement. L'homme s'appelle Lloyd Vulgast Linger et il est le roi de Linger. Il leur dit qu'ils ont été convoqués au royaume de Linger pour servir en tant que héros. Suzune entend cela et est saisie d'excitation car c'est exactement ce qu'elle veut. Lloyd leur dit qu'ils ont été attaqués par le roi démon et ses armées il y a 2 ans. La nation a réussi à repousser les ennemis, mais l'armée démoniaque est devenue encore plus forte depuis. Il est impossible de savoir quand les démons attaqueront, et c'est la raison pour laquelle ils ont convoqué les héros par précaution. Kazuki se lève en colère et réprimande le roi pour les avoir amenés dans le monde fantastique sans leur consentement. Ils ont une famille chez eux, et il est certain que leurs familles s'inquiéteront pour eux. Il veut que le roi les renvoie, mais le roi dit que l'invocation ne fonctionne que dans un sens. Ils peuvent seulement être convoqués, mais pas
renvoyer. C'est quoi ce bordel, mec? Kazuki entend cela et devient encore plus en colère. Il essaie de s'approcher du roi, mais il est arrêté par les gardes. Le roi se lève alors de son trône, s'approche du trio et s'incline devant eux. Il leur demande pardon pour le malentendu et leur assure qu'il trouvera un moyen de les renvoyer une fois qu'ils auront vaincu le roi démon et son armée. La prêtresse et les gardes dans la salle s'inclinent également devant le trio en solidarité avec leur roi. En entendant cela, Suzune accepte l'offre de devenir des héros, mais se demande pourquoi on les appelle des héros, alors qu'ils ne savent rien d'eux. Le roi demande alors à la prêtresse, Welsi, de leur expliquer les choses. Welsi explique que le cercle d'invocation est conçu pour sélectionner l'individu le plus capable. Elle leur demande s'ils ont entendu des cloches sonner avant d'être invoqués, et ils répondent oui. Cependant, il réalise que Ken n'a pas entendu les cloches avant d'être invoqué. Ken est déconcerté en entendant cela, et il se demande s'il a été entraîné dans leur foutu bazar simplement parce qu'il était avec eux. Wolsey dit alors qu'il est temps de mesurer leur capacité magique et le type de magie qu'ils possèdent. Elle les emmène dans une pièce contenant une boule de cristal capable de ce qu'ils veulent faire. Suzune est la première à s'approcher de la boule car elle est la plus excitée par tout ce qui se passe, tandis que les deux autres essaient encore de comprendre leur nouvelle vie. Suzune touche la boule et elle devient jaune. Welsi explique que son affinité pour la magie est très forte et que le type de magie qu'elle possède est la magie du tonnerre. Suzune devient encore plus excitée en voyant cela. Après cela, Kazuki s'avance pour toucher la boule, et elle devient blanche quand il le fait. Welty dit que le type de magie qu'il possède est la magie de la lumière, et cela peut être utilisé pour chasser le mal. Ce type de magie est assez rare, dit-elle. Après cela, Ken s'avance pour toucher la boule et déterminer le type de magie qu'il possède. Il se demande s'il aura des pouvoirs magiques, et si c'est le cas, il veut les utiliser pour aider Kazuki et Suzune. Il le touche, et il devient vert. Au moment où cela se produit, Welsi est totalement choquée. Welsi attrape immédiatement Ken, le traîne hors de la pièce et elle dit aux deux d'attendre dans la pièce. Elle traîne Ken dans la salle du trône où elle dit au roi que la boule est devenue verte quand Ken l'a touchée. Le roi entend cela et il crie aussi de surprise. Welsi est sur le point de révéler le type de magie que Ken possède quand le roi lui dit de ne pas le faire. Il parle de faire sortir Ken du palais de toute urgence. Ken commence à se demander pourquoi ils veulent l'emmener ailleurs. Il suppose qu'ils agissent ainsi parce qu'il est dangereux. Il leur demande s'il y a quelqu'un d'autre qui a la même magie que lui, et le roi dit oui. Il dit qu'il y a quelqu'un qui possède la même magie que lui, et il est sur le point d'en dire plus quand une femme ouvre grand la porte. Tout le monde dans la salle du trône est saisi de peur en la voyant. Le nom de la dame est Rose, et le roi suppose qu'elle était en pause pour la journée. Rose dit qu'elle est venue demander comment s'est déroulé le rituel d'invocation. Le roi dit rapidement que les héros sont dans la salle du trône et que l'invocation a été un succès. Rose se présente à Ken comme la capitaine de l'équipe de secours du royaume. Rien qu'en regardant Rose, Ken en a des frissons dans le dos, et il la voit comme quelqu'un qui élimine les gens plutôt que de les sauver. Après les présentations, Rose dit au revoir au roi et commence à sortir. Le roi pousse un soupir de soulagement en voyant cela, et il dit à Ken qu'il fera préparer une chambre pour lui plus tard dans la journée. Ken est curieux de la nature de sa magie, et il demande au roi ce que signifie le fait que la boule devienne verte. Rose est sur le point de sortir quand elle entend cela, mais elle s'arrête immédiatement et se retourne. Le roi est saisi de peur alors que Rose marche vers Ken. Elle dit au roi qu'elle va emprunter le garçon, mais le roi dit à Welsi d'éloigner Ken de Rose. Welsi suit le roi et utilise sa magie pour mettre une bulle autour de Ken. Elle le jette hors de la pièce et hors du palais, mais Rose le poursuit avec sa super vitesse. Ken flotte dans le ciel, mais Rose saute après lui et il brise la bulle autour de son corps avec des coups puissants. Le roi et son peuple sortent du palais pour voir cela, mais il est trop tard car Rose a déjà attrapé l'imbécile. Elle dit au roi qu'elle va prendre en charge l'entraînement du garçon et elle lui assure qu'elle fera de Ken un utilisateur de magie de guérison à part entière. Cela révèle alors que la couleur verte est l'affinité de Ken pour la magie de guérison. Le roi essaie de dire à Rose que Ken a seulement été entraîné dans cette affaire, mais elle n'est pas prête à l'entendre. Elle emmène Ken avec elle en s'éloignant du château. Plus tard, Kazuki et Suzune apprennent l'enlèvement de Ken. Ils croient qu'il est en danger, mais Welsi les assure qu'il ne va pas être tué ou quelque chose de similaire. Welsi explique que Ken a été emmené à l'équipe de secours qui se trouve juste au-delà du château. Elle dit que les utilisateurs de magie de guérison sont très rares, et c'est la raison pour laquelle Rose veut l'entraîner, car elle-même est une utilisatrice de magie de guérison. Suzune ne voit pas de problème à cela, mais Welsi dit que ce sont les méthodes de Rose qui posent problème. Elles sont quelque peu orthodoxes, et les subordonnés qu'elles forment sont effrayants. Pendant ce temps, Rose et Ken sont arrivés à la maison de l'équipe de secours. Rose appelle ses subordonnés et leur dit d'accueillir Ken. Ken est saisi de peur en voyant les subordonnés dont elle parle. Ils ont l'air absolument effrayants et semblent être des gens qui ont une case en moins. Les garçons commencent à se présenter à Ken.
Les garçons se présentent comme suit. Il y a Ken, Mill, Alec, Gomul et Gurd. Rose informe les garçons de bien traiter Ken et de ne pas lui faire peur. Elle dit à Ken que les garçons qu'il regarde ne sont pas des utilisateurs de magie de guérison. Elle les forme simplement comme ses subordonnés. Il y a d'autres utilisateurs de magie de guérison, mais ils travaillent ailleurs. Rose dit à Ken qu'elle a l'intention de lui imposer un entraînement rigoureux. Elle le choque en lui annonçant que l'entraînement commence le lendemain. Elle se retire dans sa chambre après avoir dit cela, mais avant de partir, Ken est informé qu'il partagera la même chambre avec Tong. Cette nuit-là, Ken est allongé sur le lit et espère que tout se passe bien. Rose est également dans ses appartements et a hâte de voir comment les choses vont se dérouler avec le nouvel utilisateur de magie de guérison venu d'un autre monde. Le lendemain, Ken se réveille en espérant qu'il a rêvé. Malheureusement, il se rend compte qu'il est toujours dans le monde fantastique, et c'est aussi réel que possible. Il est encore dans la chambre lorsque Tong vient lui dire qu'il a des visiteurs. Il sort pour trouver Kazuki et Suzune dehors. Les deux sont habillés dans les uniformes blancs des héros. Kazuki exprime son soulagement que Ken aille bien parce qu'ils étaient inquiets lorsqu'ils ont entendu qu'il avait été kidnappé. Ken les remercie de leur inquiétude et dit qu'il est vivant et en bonne santé, mais il se souvient qu'il est censé commencer l'entraînement ce jour-là. Cela lui casse vraiment le moral quand il se rappelle à quel point Rose a l'air effrayante. Kazuki dit qu'il a décidé de faire de son mieux dans le monde fantastique aussi. Suzune et Kazuki encouragent Ken à faire de son mieux également. Les deux commenceront aussi leur entraînement ce même jour. Après avoir pris de ses nouvelles, ils lui disent au revoir et retournent au château. Alors qu'ils partent, Ken pense à la nécessité de devenir plus fort pour pouvoir les aider dans leurs tâches. Juste à ce moment-là, Rose ouvre la porte et Ken surmonte sa peur en la voyant. Elle dit à Ken qu'il n'est pas en prison et qu'il est libre de recevoir des visiteurs. Cependant, il ne peut le faire que lorsqu'il ne s'entraîne pas. Elle lui lance un journal et lui dit d'écrire ses activités quotidiennes et ses routines d'entraînement dans le journal. Tout ce qu'il ressent doit aussi être écrit dans le journal, dit-elle. Elle lui dit ensuite de se préparer, car son entraînement commencera immédiatement après qu'ils aient pris le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, Rose et Ken commencent l'entraînement. La première routine d'entraînement consiste pour Rose à dire à Ken de poser sa main sur sa poitrine. Elle lui demande ce qu'il ressent après quelques minutes à tenir sa main sur sa poitrine. Il dit qu'il ressent une sorte de chaleur venant de sa poitrine, et Rose l'informe que ce qu'il ressent s'appelle le mana. Rose lui fait savoir que sa prochaine tâche sera d'essayer de faire sortir le mana de son corps. Cependant, il devrait juste se concentrer sur la perception du mana pour l'instant. Elle lui donne un livre à lire où il peut apprendre des informations de base sur le monde et d'autres choses. Ken est surpris par cela et dit qu'il ne peut pas encore lire la langue du monde. Rose le presse de ne pas s'inquiéter de cela et de simplement ouvrir le livre. Il le fait et en l'ouvrant, il se rend compte qu'il peut effectivement lire le livre. Rose lui fait savoir que les héros invoqués ont toujours un sort de traduction lancé sur eux. Elle lui montre la nation de Linger sur la carte et lui montre aussi le territoire des démons. Ken peut voir que le territoire des démons est plus proche de Linger que des autres nations. Rose explique que cette proximité est la raison pour laquelle les démons attaquent Linger avant toute autre nation. Ils sont pratiquement voisins. Rose lui dit de parcourir le livre pour en apprendre sur les nations, les races et d'autres choses. Après avoir dit cela, elle part. Ken est soulagé que son entraînement soit aussi difficile qu'il le pensait. Le jour suivant, Rose intensifie la routine d'entraînement de Ken en lui disant de commencer à courir autour du terrain. Ken suit son ordre et commence à courir, mais Rose ne lui laisse pas de répit, même quand ses jambes sont engourdies. L'entraînement continue ainsi le 3e jour, et quand les muscles de Ken deviennent douloureux, le forçant à tomber par terre, Rose le soigne et lui dit de continuer à courir. Ken n'a pas d'autre choix que de recommencer à courir pour éviter d'être tué par Rose. Ken prévoit d'insulter Rose dans son journal. C'est le seul endroit où il peut le faire, alors il prévoit de le faire du mieux qu'il peut. Le 4e jour d'entraînement, Ken est intégré à l'équipe et il commence à s'entraîner avec eux, même s'il n'est pas du tout à leur niveau. Le reste de l'équipe le dépasse toujours en courant, comme s'il ne bougeait pas du tout. Rose est toujours là à critiquer Ken, mais Ken n'a pas l'esprit de lui répondre. La seule chose qu'il peut faire, c'est continuer à la critiquer dans son journal. Ken continue l'entraînement quotidien habituel, et le 6e jour, il tombe par terre pendant qu'il court. C'est à ce moment-là qu'il remarque une lumière verte brillant de sa main. Il comprend que la lumière est celle de la magie de guérison, mais il n'a pas l'intention de l'utiliser pour l'instant. À partir du 7e jour, Rose devient plus dure qu'avant. Elle commence à bousculer Ken autour du terrain d'entraînement, forçant Ken à supposer que la dame a vu tout ce qu'il a dit sur elle dans son journal. Ce même traitement continue jusqu'au 9e jour. Rose donne un coup de pied à Ken et il se cogne la tête contre une pierre. C'est à ce moment-là qu'il utilise inconsciemment la lumière de la magie de guérison pour se soigner. Il réalise qu'il peut en fait se guérir à intervalles réguliers et considère la magie de guérison comme indispensable. Cette nouvelle découverte le rend plus sérieux dans son entraînement qu'auparavant. Au 10e jour, il est capable de manifester la magie de guérison quand il le souhaite et il peut maintenant courir pendant des heures sans se fatiguer. Chaque fois qu'il veut se sentir fatigué, il se guérit simplement et continue de courir. Il continue de s'entraîner plus dur en raison de son désir d'aider Kazuki et Suzune quand ils ont besoin de lui. Le 11e jour d'entraînement, Rose se rend compte que Ken s'habitue à courir et elle modifie son programme d'entraînement. Il doit maintenant faire des pompes.
Il peut continuer longtemps à faire cela car il se soigne dès que ses mains sont douloureuses ou engourdies. Pendant qu'il s'entraîne, Rose lui explique l'importance de s'entraîner dur. Elle dit que Ken doit être capable de courir très vite lorsqu'il est au milieu de la bataille. Il doit pouvoir courir plus vite que les ennemis pour sauver ses camarades quand le moment viendra. Plus il peut courir vite, plus il peut sauver ses camarades rapidement et efficacement. Au 12e jour, Ken combine déjà la course avec les pompes, et il est capable de le faire assez facilement. Son corps se sent maintenant plus léger et il ne semble rien ressentir lors de ses séances d'entraînement. Cependant, Rose ajoute des poids au corps de Ken le lendemain pour lui compliquer la tâche. Les poids sur son corps semblent vraiment lourds, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer à courir avec. Le 14e jour, son déjeuner disparaît et il découvre que Tong est le coupable. Il se met en colère et le poursuit. Il oublie qu'il porte les poids et ne les sent pas en poursuivant Tong. Avec cela, il parvient aussi à s'habituer au poids. Le 21e jour, Kazuki, Suzune, la princesse Celia et le chef des chevaliers, Siglis, viennent à la base de l'équipe de secours pour vérifier Ken. Les quatre sont surpris en arrivant de le voir soulever une grande brique placée sur son dos par Rose. Pour aggraver les choses, Rose est également assise sur le bloc. Ken finit par répondre à Rose, ce qui la met en colère. Elle prend une brique de plus et l'ajoute à celle qu'il soulève déjà. Cela semble très lourd pour Ken au début, mais il parvient à guérir son corps et s'habitue immédiatement au poids énorme des briques. Rose est impressionnée par cela et elle dit que Ken devient déjà son type d'homme. Elle prévoit de l'emmener là-bas plus tôt que prévu s'il parvient à continuer ainsi. Suzune, qui se tient au loin, tombe déjà amoureuse des muscles de Ken. Siglis s'approche de Rose et la tient par le col. Il la gronde et dit qu'elle surmène Ken. Il affirme que Rose est en train de détruire l'avenir prometteur de Ken. Rose lui répond qu'elle entraîne Ken aussi durement parce qu'elle veut qu'il devienne son bras droit et qu'il doit être capable de gérer de tels problèmes difficiles s'il veut se qualifier comme son bras droit. Rose est impressionnée que Ken s'entraîne dur sans abandonner, en plus du fait qu'il a pu survivre à son entraînement tout ce temps. Rose dit alors à Ken de faire une pause dans l'entraînement pour qu'il puisse rattraper ses amis. Siglis dit alors à Kazuki et Suzune d'emmener Celia pendant qu'ils discutent avec Rose. Ken et ses amis s'éloignent et s'assoient sous un arbre pour discuter. En arrivant, ils découvrent que la fille avec eux est la princesse et qu'elle s'appelle Celia. Il se met immédiatement à genoux et s'incline devant la fille, mais Celia lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'être si formel. Suzune sourit en voyant cela et dit que Kazuki a agi exactement comme lui la première fois qu'il a vu Celia. Celia dévoile alors la tarte qu'elle a apportée pour eux, et pendant qu'ils mangent, Kazuki profite du moment pour raconter à Ken leurs propres expériences au château. Il dit que Siglis leur a appris à utiliser l'épée et que Welsi est responsable de l'entraînement à la magie. La bonne chose à propos de cela, c'est que Siglis et Welsi se soucient de leur bien-être. Ils sont autorisés à se reposer à tout moment s'ils se sentent fatigués pour éviter la fatigue. D'un autre côté, Rose est très brutale et cela ne la dérange pas de stresser Ken. Ken est sur le point de prendre une portion supplémentaire de nourriture quand Suzune en profite pour jeter un bon coup d'œil aux abdos de Ken. Elle est déjà amoureuse des muscles et des abdos de Ken. Elle veut tellement les toucher et a du mal à se retenir de le faire. Suzune revient à elle lorsque Kazuki parle d'autre chose. Ken dit alors qu'il s'est déjà adapté à la vie dans le monde fantastique. Il voulait s'enfuir quand il est arrivé ici, mais il est maintenant habitué aux choses. Les séances d'entraînement ont aussi été amusantes et il croit que la vie n'est pas si mauvaise dans le monde fantastique. Suzune est impressionnée par lui et dit qu'il a déjà trouvé sa place dans le monde fantastique. Ken ne voit pas les choses de la même manière qu'eux. Il dit qu'il est juste assez têtu pour ne pas abandonner. Il sait que Kazuki et Suzune se battront comme des héros un jour et il veut être là pour les soutenir quoi qu'il arrive. Suzune rougit beaucoup et dit qu'elle a hâte du jour où Ken viendra la sauver. Juste à ce moment-là, Tong arrive pour informer Ken que son déjeuner est prêt. Cela déclenche immédiatement Ken, car le souvenir de Tong mangeant son déjeuner est encore frais dans sa tête. Il se lève, l'air menaçant, et Tong est choqué de voir que Ken n'a pas oublié ce qui s'est passé. Ken se précipite vers Tong et Tong décide aussi de l'attendre. Rose n'est pas là, alors il veut en profiter pour s'occuper de Ken. Cependant, il semble que Ken soit maintenant plus coriace qu'il n'en a l'air, car il est capable de tenir tête à Tong. Alors qu'ils sont en plein milieu de cette bataille, Kazuki réalise que Ken a accepté la vie dans le monde fantastique et que c'est maintenant sa routine quotidienne. Il veut aussi devenir plus fort et il se lève pour partir s'entraîner. Suzune est d'accord avec lui et Celia les rejoint pour qu'ils puissent retourner ensemble au château. Cette nuit-là, Ken se remémore tout ce que Suzune a dit et réalise qu'elle dit en fait la vérité. Son corps a beaucoup changé, mais il n'a pas été trop occupé pour le remarquer. Ken est impressionné par le corps qu'il a maintenant, mais espère avoir la force mentale pour correspondre au corps qu'il a passé tant de temps à construire. Le lendemain, Rose lance un sac à Ken et l'informe qu'il sorte. Tong et les autres disent qu'il est enfin temps pour Ken de découvrir le monde extérieur. Ken ramasse le sac et suit Rose. Ils arrivent à la porte de la ville et Rose ne passe pas beaucoup de temps à convaincre le garde à la porte qu'elle a des affaires en dehors de la ville. Il semble que l'apparence de Rose suffise à elle seule à effrayer les gens. Ken continue de la suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à une forêt connue sous le nom de Ténèbres de Linger, qui est remplie de monstres. Elle lui dit d'entrer dans la forêt et de ne pas revenir avant d'avoir chassé un grand grizzly.
Ken est choqué d'entendre cela et décide de protester contre cette décision. Apparemment, les grizzlies doivent vivre au moins 100 ans avant de devenir des grands grizzlies. Cela signifie simplement que les grands grizzlies sont au sommet de la chaîne alimentaire et sont également très forts. Ken essaie de rappeler à Rose que tout ce qu'il a fait, c'est courir et qu'il n'a suivi aucun entraînement de combat. Tout cela semble être du bruit et des excuses pour Rose, car elle a déjà pris sa décision. Rose se rend compte que Ken lui fait perdre son temps et elle l'attrape. Rose jette alors Ken dans la forêt pour affronter son nouveau test et voir s'il en sortira vivant. Alors que Ken descend vers le sol, il espère ne pas mourir d'une chute si longue. Cependant, il réalise qu'il a en fait le pouvoir de se maintenir en vie. Il active sa magie de guérison et tombe à travers les buissons et les arbres. Ses blessures continuent de guérir grâce à sa magie. En faisant cela, il parvient à atteindre le sol sans une seule blessure sur son corps. Il est maintenant dans la forêt, et il n'a pas d'autre choix que de faire ce que Rose lui a ordonné. Il commence à imaginer les façons dont il peut abattre le grand grizzly. Il est en train de parler doucement de cela quand un grand grizzly apparaît soudainement derrière lui. C'est inattendu, et Ken prend ses jambes à son cou avant de devenir le dîner de l'ours. L'ours reste sur ses talons alors qu'il continue de courir pour sauver sa vie. Tout l'entraînement qu'il a fait a évidemment porté ses fruits, car il parvient à mettre de la distance entre lui et l'ours. Il commence à penser à s'arrêter et à affronter l'ours. Il est sur le point de mettre cette idée en pratique lorsque deux autres ours bleus apparaissent de nulle part et rejoignent le grand grizzly. Sans trop y réfléchir, Ken sait qu'il n'est certainement pas de taille face au trio, et il recommence à courir. Il voit une ouverture devant lui et entend des sons venant de là. Il reconnaît cela comme de l'eau et accélère le pas. Il traverse l'ouverture et se retrouve face à une cascade. Sans réfléchir à deux fois, il saute du sol et plonge dans l'eau. Les ours ne peuvent pas le suivre dans l'eau et restent au bord de la falaise pour s'assurer qu'il n'y a aucun signe de Ken avant de faire demi-tour pour partir. Ken suit le courant de l'eau et finit par émerger quand c'est sûr. Il enlève ses vêtements, les sèche et il se réfugie sur la branche d'un arbre. Il vérifie le sac à dos que Rose lui a donné pour découvrir que la seule arme dans le sac est le seul et unique couteau que Rose y a mis. Il y a des provisions là-bas, mais il n'y a rien avec quoi Ken puisse faire un feu. Il pense à sa mission de vaincre le grand ours, et cela lui semble quelque peu impossible. Cependant, il décide de considérer sa survie le premier jour comme une victoire. Il enregistre le premier jour en marquant un arbre avec son couteau. Après avoir fait cela, il va dormir. Le jour suivant, il se réveille, s'habille, prend son couteau et part. Il sait que la meilleure chose qu'il puisse faire est d'apprendre à connaître son ennemi. En s'éloignant de sa base, il marque les arbres sur son chemin pour garder une trace de son parcours. Il trouve bientôt un arbre avec des griffures dessus et suppose immédiatement que les griffures ont été faites par les ours, ce qui signifie qu'ils sont proches. Il pense à cela lorsqu'il entend un bruissement dans le buisson derrière lui. Il s'arme immédiatement et se retourne pour vérifier le danger. Juste à ce moment-là, un lapin sort du buisson, l'air tout innocent. Le lapin rampe vers Ken et Ken lui demande s'il est blessé, ce à quoi le lapin répond oui. Ken est surpris de découvrir que le lapin peut réellement l'entendre. Il examine le lapin et trouve une coupure sur la patte du lapin. Par bonté de cœur, Ken soigne le lapin pour qu'il puisse repartir. Après avoir soigné le lapin, Ken continue ce qu'il faisait, seulement pour découvrir que le lapin le suit en fait. Il essaie de dire au lapin de rester à l'écart parce qu'il traque des monstres effrayants qui peuvent être dangereux pour lui. Cependant, le lapin refuse et continue de le suivre. À un moment donné, Ken réalise que le lapin pourrait savoir où se trouve le grand grizzly et il lui demande s'il le sait. Le lapin confirme cela et commence à guider Ken dans la bonne direction. Le lapin emmène Ken à la tanière du grand grizzly, où il découvre que les deux ours bleus sont en fait la famille du grand grizzly. Il observe les ours pendant un moment et décide de faire une pause pour boire de l'eau. Il voit un lac dont l'eau a l'air étrange, mais il n'a pas d'autre choix que de la boire. Après cela, il continue à surveiller les ours. Plus tard, Ken commence à se tordre de douleurs intenses et il comprend que l'eau est la cause du problème. Il essaie d'utiliser la magie de guérison, mais cela ne fonctionne pas immédiatement comme pour les blessures. La magie ne fonctionne pas comme elle le devrait parce que ce n'est pas une blessure, mais un poison. Après s'être finalement remis de l'empoisonnement, le lapin le conduit à un étang où il peut obtenir de l'eau propre et potable. Il goûte l'eau et découvre qu'elle est en fait bonne. À ce moment-là, le lapin ressent quelque chose et il saute dans l'arbre par peur. Ken se demande ce qui ne va pas avec le lapin, mais décide de rejoindre le lapin dans l'arbre. Il sait que le lapin n'était même pas effrayé comme ça quand il était avec l'ours. Il conclut facilement que quoi que ce soit qui effraie le lapin, de volonté sera en fait dangereux. Quelques secondes plus tard, un serpent blanc géant apparaît hors du buisson, et cela suffit à glacer le sang de Ken. Rien qu'en regardant le serpent, il sait que le serpent est au sommet de la chaîne alimentaire dans la forêt. Il parvient à se contenir jusqu'à ce que le serpent s'éloigne en ondulant. Cela fait maintenant 4 jours que Ken est dans la forêt, et il n'arrive pas à se débarrasser de l'impression que le serpent peut être n'importe où. Il continue de surveiller le grand grizzly et sa famille pour voir comment ils fonctionnent et ce qu'ils font. Il commence à tomber amoureux de la famille d'ours mignonne mais effrayante. Cependant, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de les éliminer pour pouvoir remplir la commande de Rose. Il se décide alors à s'attaquer à l'ours le lendemain car il sait déjà comment s'y prendre. Le jour suivant, il est prêt à partir, mais le lapin l'arrête et il décide d'écouter le lapin puisqu'il pleut.
Le lendemain matin, Ken se prépare à partir dans une tentative de tuer le grand grizzly. Il est impatient de le faire car il croit avoir ce qu'il faut pour y parvenir. Il arrive bientôt à la tanière de l'ours pour trouver le cadavre du grand grizzly et de sa compagne sur le sol. Cependant, il n'y a aucune trace de leur bébé nulle part. Il commence à se demander ce qui est arrivé à l'ours. Et la seule explication qu'il a est que les ours ont été tués par le serpent géant qu'il a rencontré plus tôt. Le serpent ne les a pas mangés, ce qui signifie qu'il les a tués juste pour le plaisir. À ce moment-là, le bébé ours sort de sa cachette et commence à pleurer la perte de ses parents. Ken a le cœur brisé de voir le bébé ours souffrir, et il décide de venger ses parents pour lui. Il dit au bébé ours d'attendre à la tanière et part à la recherche du serpent géant. De retour chez eux, Kazuki et Suzune viennent voir Ken, seulement pour découvrir par Tong qu'il est parti depuis 10 jours. Ils sont informés que Ken est entraîné par Rose. Rose est celle qui décide de tout, mais même elle n'est pas disponible. Kazuki est sérieusement inquiet pour Ken car il sait que 10 jours, c'est trop long pour être seul dans la forêt. Suzune le calme et dit que c'est Rose qui l'a poussé à faire cela et qu'elle sait certainement ce qu'elle fait. Suzune croit aussi que Ken rentrera sain et sauf. Peu de temps après, Ken a terminé son entraînement et il a également fabriqué une lance à partir d'un bâton. Il dit alors à Ken de le conduire là où se trouve le serpent et il pourra ensuite s'enfuir après cela. Le lapin accepte et commence à se diriger vers l'endroit où se trouve le serpent, tandis que Ken le suit de derrière. Il trouve bientôt le serpent géant, mais Ken est surpris de voir le bébé ours se battre contre le serpent. Il se souvient avoir dit à l'ours de rester à la tanière, mais apparemment l'ours est bouillant de colère à cause de la mort de ses parents. Ken sait que le serpent est finalement dangereux, mais il charge vers le serpent avec la confiance qu'il n'y a rien de plus effrayant que Rose. Il rate son premier coup sur le serpent et Ken a aussi la chance d'avoir évité un coup mortel du serpent. Il profite de ce raté pour enfoncer sa lance dans l'œil droit du serpent, mais le serpent réagit vite et repousse Ken avec son corps avant de heurter un arbre. Ken active sa magie de guérison pour s'assurer qu'il n'est pas blessé. Il a réussi à endommager le serpent et tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est continuer et terminer le travail. Il sort son couteau et décide d'attaquer du côté droit du serpent qui est déjà aveugle. Cependant, le serpent le trompe en l'attirant complètement sur la droite et il en profite pour lancer une attaque surprise. Le serpent attrape Ken par le bras et il crie de douleur. Ken se souvient alors qu'il tient son couteau à l'intérieur de la bouche du serpent. Il parvient à pousser le couteau vers le haut pour que le serpent le relâche. Il se libère du serpent, mais il commence à avoir des vertiges à cause du venin du serpent. Il a réussi à comprendre comment se débarrasser de l'empoisonnement lorsqu'il a été empoisonné par l'eau de l'étang. Tout ce qu'il a à faire, c'est se guérir de l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il revient à sa conscience normale et repart à la poursuite du serpent. Cette fois-ci, il a l'ours pour le soutenir. L'ours attaque aussi le serpent, donnant à Ken la chance d'atteindre la tête du serpent. Il assène un coup fatal à la tête du serpent, et avant que le serpent ne puisse réagir, Ken retire la lance de son œil droit et la pousse dans la tête du serpent. Le serpent se tortille de douleur et finit par tomber au sol. Ken est allongé à côté du serpent, respirant très fort. Il est heureux d'avoir vaincu le serpent et l'ours apparaît à côté de lui. Ken dit à l'ours qu'il utilise actuellement toute sa mana pour neutraliser le venin dans son corps, ce qui signifie qu'il ne pourra pas soigner l'ours pour l'instant. Juste à ce moment-là, le serpent géant se relève. Ken est déjà paralysé et il ne peut rien faire. Il se demande comment le serpent n'est pas mort, mais il n'a actuellement aucun moyen de riposter. Même l'ours essaie de le traîner loin, mais il n'est pas assez fort. Le serpent fonce vers eux de toutes ses forces et Ken sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il commence à penser à Suzune, Kazuki et Rose. C'est alors qu'il réalise que Rose est celle qui a causé tout cela. Il crie de douleur en traitant Rose de nom ridicule. Le serpent est sur le point de l'achever quand Rose apparaît de nulle part et assène un coup dévastateur à la tête du serpent, le tuant ainsi. Ken est surpris de voir Rose et il se demande aussi comment elle est arrivée juste au bon moment. Elle révèle alors que le lapin lui a tout raconté. Il s'avère que le lapin est son animal de compagnie et son nom est Kukuru. Kukuru fait semblant d'être blessé juste pour gagner la confiance de Ken. Rose a été à proximité tout ce temps, attendant le bon moment pour intervenir. Elle dit ensuite à Ken que le serpent géant a été créé par l'armée du Seigneur Démon. Le serpent a réussi à s'échapper lors de la première invasion, et c'est la raison pour laquelle il a fait de la forêt son foyer. Rose est surprise que le serpent soit assez puissant pour abattre le grand grizzly. Le grand grizzly est si fort qu'un groupe d'élite échoue à l'abattre. Ken est surpris d'entendre cela, et il demande à Rose pourquoi elle l'enverrait chasser une telle bête. Rose lui dit alors que sa mission n'a jamais été de vaincre l'ours. Elle voulait juste voir à quel point Ken est devenu fort. Il a également profité de cette occasion pour acquérir de l'expérience en combattant un ennemi plus fort que lui. Rose est impressionnée par Ken et dit qu'elle sera prête à le garder. Rose se rend compte que l'ourson s'est pris d'affection pour Ken et elle suggère que l'ours vienne avec eux. L'ours portera également Ken sur son dos. Avec cela, ils se préparent à rentrer chez eux.
Rose se tourne vers Ken et elle lui fait savoir qu'elle a entendu toutes les insultes qu'il lui a lancées. Elle promet de le punir pour cela. Rose dit ensuite à haute voix qu'elle est impressionnée par Ken. Elle révèle que Ken a réussi le test qui lui a été imposé. Elle informe ensuite Ken qu'il est maintenant digne de rester à ses côtés sur le champ de bataille. C'est parce que les deux autres guérisseurs n'ont jamais atteint le niveau qu'il a atteint en termes de dévouement et autres. Rose dit alors à Ken de se préparer pour ce qui s'en vient, car elle est convaincue que l'armée des démons est déjà prête pour une attaque. Pendant ce temps, le roi démon et son armée se préparent à attaquer Linger. Rose informe alors Ken qu'il sera avec elle sur le champ de bataille. Ils seront ensemble en première ligne et Ken sera son bras droit. Ken demande des nouvelles de Tong et des autres, et Rose révèle qu'il y a deux autres guérisseurs, mais leurs tâches sont différentes. Rose exhorte Ken à se préparer avant que le temps ne s'écoule. Ken regarde sa paume et se demande s'il est vraiment fait pour supporter quelque chose comme ça. Maintenant, dans le royaume des démons, le roi démon est vu en train de discuter avec l'un de ses commandants, Amila. Il lui demande comment se sont passées les préparations jusqu'à présent, et elle révèle que l'armée est déjà prête. Elle assure au roi qu'ils commenceront leur avancée sous peu. Le roi démon veut que la deuxième invasion soit bien meilleure que la première, mais il dit aussi à Amila qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle se batte jusqu'à la mort. Après cette discussion, Amila quitte la salle du trône. Il tombe sur Iralok, celui qu'on appelle le docteur démon. Iralok rougit et dit qu'Amila devrait essayer de l'appeler par son vrai nom et non par son surnom. Amila est sur le point de partir quand le docteur démon l'arrête et dit qu'il vient de terminer un prototype d'une des bêtes démoniaques et il veut qu'Amila vienne le voir. Il emmène Amila dans son laboratoire où il lui montre un serpent géant comme celui que Ken et Rose ont vaincu dans la forêt. Il dit que le nom du serpent est Balgina et qu'il est le prototype 72. Amila ricane et lui rappelle que le prototype 71 s'est enfui après avoir été blessé par Siglus lors de la première invasion. Le docteur démon assure alors à Amila que le prototype 72 est bien plus fort que son prédécesseur. Amila révèle ensuite ses inquiétudes concernant les guérisseurs humains sur le champ de bataille. Ils sont toujours là pour sauver leurs blessés et les empêcher de mourir. Elle est plus inquiète pour leur chef, Rose, qui semble avoir une forte haine pour le roi démon. Le docteur démon fait remarquer qu'Amila pourrait vouloir Rose pour elle-même, mais elle ne participera pas à la bataille cette fois-ci. Amila révèle ses plans d'envoyer le démon connu sous le nom de mage immortel des ténèbres, le chevalier noir, au combat pour diriger les troupes cette fois-ci. Maintenant, dans la nation humaine, Ken se réveille le lendemain matin et parle de combien il est merveilleux d'avoir enfin un lit pour dormir. Après s'être levé, il prend des fruits à la cafétéria et les apporte au bébé ours. Étonnamment, l'ourson aime les fruits, et Ken décide d'en prendre une bouchée aussi. Pendant qu'il est occupé à nourrir l'ours, Kukuru émerge de derrière et montre son envie pour les fruits aussi. Ken veut lui refuser le fruit, mais il est juste trop mignon, et Ken trouve cela difficile à faire. Il est obligé de donner à Kukuru un des fruits pour qu'il puisse en profiter aussi. Il s'avère que Ken a déjà un nom pour l'ours, qui est Blurin. Rose apparaît, et Ken lui explique pourquoi il a nommé l'ours Blurin. Rose lui dit alors qu'elle a obtenu la permission du roi, et grâce à cela, ils sont libres de garder l'ours comme propriété de l'équipe de sauvetage. Cependant, l'ours devra gagner sa vie. Blurin se cache par peur en entendant cela. Quelques instants plus tard, Rose montre à Ken ce qu'elle entend par Blurin gagnant sa vie. Elle dit à Ken de porter l'ours sur son dos, et cela servira d'entraînement à la simulation de champ de bataille. Il doit juste penser à l'ours comme à quelqu'un qui doit être secouru, ou un soldat blessé. Rose ordonne alors à Ken de commencer à courir et de s'y mettre davantage. Ken s'y met et pense que cela devrait être facile. Il est en plein milieu de cela lorsque Tong apparaît soudainement des buissons et essaie de le faire tomber, mais il parvient à l'esquiver. Un autre membre de l'équipe fait de même, mais Ken l'évite aussi. Il crie et exige de savoir ce qui ne va pas chez eux. Il lui rappelle qu'il est en entraînement de simulation de champ de bataille et que c'est ce qu'il ressentira quand il sera sur le terrain. Une heure plus tard, Ken est toujours là-dessus, mais l'équipe n'a pas réussi à le faire tomber. Il fait face à plusieurs défis de la part de l'équipe, mais parvient à continuer. Cependant, 4 heures plus tard, il s'effondre soudainement au sol, n'ayant plus la force de continuer. Il se demande pourquoi il ne peut plus bouger, et Rose apparaît pour lui dire qu'il vient de découvrir quelle est sa limite d'endurance sur le champ de bataille. Elle explique que les humains ressentent de l'épuisement à cause de la nervosité, de la peur et de l'impatience. Tous ces éléments contribuent à la raison pour laquelle il manquera de force plus rapidement que d'habitude. Ken demande à Rose ce qu'il est censé faire et elle lui fait savoir que développer la force mentale qui ne s'efface pas face à la peur est la solution. Elle pose sa main sur la tête de Ken et le guérit pour qu'il puisse se relever. Une fois que ton mana est restauré, passe tout l'après-midi à courir autour de la ville du château. Ce sont les mots de Rose à Ken. Ken demande s'il va porter Blurin tout le temps et elle dit oui. Peu après, Ken se met à courir autour de la ville. Il s'attend à ce que les gens commencent à s'enfuir de lui parce qu'il porte un ours sur son dos, mais il est choqué de réaliser que les gens sont exceptionnellement calmes autour de lui. Il trouve une femme qui vend les fruits que Blurin aime et demande à la femme le nom du fruit, à quoi elle répond « Pefle ». Il demande ensuite à la femme pourquoi tout le monde est si calme autour de lui, même s'il porte un monstre sur son dos. La femme révèle alors que les gens savent qu'il fait partie de l'équipe de secours. Ils sont habitués à voir l'équipe de secours courir partout et faire des choses inhabituelles, donc ce genre de situation ne les effraie plus vraiment. Comme il n'a pas d'argent pour acheter
acheter des fruits, il décide qu'il les achètera plus tard. Cependant, la femme décide de lui offrir un fruit en souvenir, ce qu'il apprécie ainsi que l'ours. Ken commence à penser à visiter le château puisqu'ils sont proches. Il veut vérifier Suzune et Kazuki. Il passe devant un homme portant une blouse de laboratoire et l'homme commence à courir après lui pour tenter de l'arrêter. L'homme se fatigue rapidement et tombe par terre. C'est le moment où Ken réalise que c'est lui que l'homme essaie d'appeler. Il s'arrête pour vérifier l'homme et l'emmène dans un endroit sûr pour le soigner. Le gars remercie Ken de l'avoir sauvé et dit qu'il se sent beaucoup mieux maintenant. Ken demande alors à l'homme pourquoi il essayait d'attirer son attention. L'homme dit qu'il voulait seulement saluer son junior, ce qui laisse Ken perplexe. Le gars réalise que Rose ne lui a pas encore tout dit, et il se présente comme Orga Fleur. Il dit qu'il est l'un des deux autres guérisseurs. Il parle ensuite du fait qu'il n'avait aucune idée qu'ils avaient de nouveaux membres qui sont des héros invoqués. Orga est impressionné par le fait que Ken puisse réellement suivre les méthodes d'entraînement de Rose. Il dit que lui et sa sœur n'ont pas pu. Sa sœur est l'autre guérisseuse, et elle a 5 ans de moins qu'Orga. Les deux dirigent une clinique en ville où ils soignent les citoyens. Ken lui demande alors pourquoi il s'est effondré plus tôt alors qu'il était guérisseur. Il explique qu'il est pas bon pour se soigner lui-même. Il est seulement efficace lorsqu'il soigne les autres. Leur propre tâche sur le champ de bataille consiste à rester à l'arrière et à faire en sorte que Tong et son équipe leur amènent les soldats blessés. Lui et sa sœur n'ont pas la force de courir partout et de soigner les gens comme le capitaine. C'est alors que Ken révèle que Rose lui a demandé de la rejoindre en première ligne. Orga dit que c'est une bonne chose parce que certains soldats meurent en première ligne faute de quelqu'un pour les soigner. Orga mentionne le fait que Rose doit vraiment lui faire confiance et c'est la raison pour laquelle elle lui a demandé d'être avec elle en première ligne. Après cela, Orga se lève et dit qu'il est temps pour lui de retourner à la clinique avant que sa sœur ne commence à le chercher. Les deux se disent au revoir et Ken part. Juste à ce moment-là, la sœur d'Orga, Yuruhu, arrive et réprimande son frère pour être resté dehors si longtemps. Orga informe sa sœur qu'il vient de rencontrer quelqu'un d'intéressant, mais qu'elle le saura bien assez tôt. Quelques instants plus tard, Ken arrive à la porte du château et demande au garde s'il peut entrer avec l'ours sur son dos, et il dit oui. Il sait qu'il n'est pas une menace tant qu'il fait partie de l'équipe de secours. Cela surprend Ken, et il se demande pourquoi les gens font autant confiance à Rose. Ken se dirige vers le château où il trouve Suzune, en train de s'entraîner avec le reste des troupes. Suzune est heureuse de le voir, et elle prend immédiatement une pause de l'entraînement. Elle s'assoit pour regarder la créature bleue intéressante qui est venue avec Ken. Ken explique ensuite comment il a acquis l'ours en suivant un entraînement dans la forêt. Pendant qu'il explique cela, Suzune est occupée à fixer l'ours parce qu'elle en est totalement amoureuse. Elle demande à Ken la permission de toucher l'ours, ce qu'il lui accorde. Elle essaie de toucher l'ours, mais l'ours lui tape la main. Au lieu de se fâcher, Suzune en est encore plus excitée. Ken dit alors qu'appeler le nom de l'ours devrait suffire, mais cela empire les choses, et l'ours tient simplement la main de Suzune dans sa bouche. L'ours suce sa main. Après avoir sucé sa main, il saute aussi sur la main de Ken. Peu de temps après, Ken remarque des ampoules sur la paume de Suzune et elle dit que c'est le résultat de l'entraînement intensif à l'épée qu'elle a suivi. Ken tient alors sa main et l'aide à guérir toutes les ampoules pour qu'elles redeviennent normales. Ken révèle qu'il est venu rendre visite à Suzune et Kazuki. Suzune y informe Ken que Kazuki est probablement hors du royaume maintenant. Lui, Sieglis et quelques troupes sont là-bas pour acquérir de l'expérience en combattant des monstres. La scène se déplace vers la forêt pour montrer Kazuki, Sieglis et les soldats dans la forêt. Sieglis est convaincu que les forces démoniaques seront plus fortes cette fois-ci que la dernière fois qu'elles sont venues. Cependant, il est soulagé qu'ils aient un Suzune et Kazuki pour les aider. Kazuki réalise que les gens comptent vraiment sur eux et il dit à Sieglis qu'il va faire de son mieux. Leur conversation est interrompue lorsque des monstres émergent de la forêt et les attaquent par surprise. Kazuki et le reste de ses camarades s'arment en préparation pour les loups qu'ils s'apprêtent à affronter. De retour au château, Ken espère que Kazuki va bien et Suzune dit qu'il devrait l'être puisqu'ils ne sont partis que depuis quelques jours. Suzune révèle ensuite qu'elle entrera dans la forêt pour acquérir de l'expérience une fois que Kazuki sera revenu du voyage actuel. Après leur discussion, Ken se lève pour commencer à retourner à la base de l'équipe de secours. En sortant du château, il pense à quel point Suzune et Kazuki font des efforts. À cause de cela, Kazuki est également déterminé à faire tout son possible pour s'assurer qu'il pourra les sauver quand le moment viendra. Il ne veut pas se cacher en sécurité pendant qu'ils se battent contre les ennemis. Cette nuit-là, Ken couche Blurine et il s'apprête à entrer dans la maison quand il voit Rose debout devant lui. Elle lui demande comment s'est passé l'entraînement et il explique qu'il commence déjà à s'y habituer. Il profite alors de ce moment pour dire à Rose qu'il a trouvé un moyen de surmonter sa peur. Et Foyce arrive à la conclusion qu'il ne peut pas se battre et ne peut pas non plus tuer qui que ce soit. Cependant, il est prêt à sauver ses amis et toute personne qui a besoin de son aide. Parce qu'il fait partie de l'équipe de sauvetage. Rose est impressionnée par ce qu'il a dit et elle profite également de l'occasion pour l'encourager. C'est la première fois que Ken se sentira vraiment comme un membre de l'équipe de sauvetage. Le lendemain matin, Rose réveille Ken et l'informe que le roi demande sa présence. Apparemment, il est temps pour Suzune de partir pour son entraînement d'expérience et Ken l'accompagnera. En route vers le château, Ken demande à Rose pourquoi il est demandé ou obligé de suivre Suzune dans la forêt. Rose révèle alors qu'il avait également été demandé de venir lorsque Kazuki se rendait dans la forêt, mais c'est elle qui a refusé la demande puisque Ken venait juste de revenir de son propre entraînement à l'époque.
Elle savait qu'il serait encore épuisé et ne voulait pas le stresser davantage. Elle dit alors que tout ce qu'il a à faire est de soigner Suzune et son groupe au cas où ils se blesseraient pendant leur exploit. La mission durera 3 jours et 2 nuits, dit-elle. Ils arrivent au château et Suzune est visiblement heureuse de voir Ken. Elle parle de sa surprise lorsqu'elle a découvert que Ken les escorterait. Elle est encore plus excitée maintenant qu'elle réalise que Blue se joindra à eux pour la mission. Suzune présente ensuite Ken aux 2 gars qui se joindront également à eux pour la mission. Il y a Haruko qui est un chevalier et Koran qui est un mage. Ken regarde attentivement Haruko pour essayer de se rappeler d'où il le connaît. Haruko révèle qu'il travaille habituellement comme gardien du château. Avant qu'il ne parte, Rose donne quelques conseils à Suzune. Elle lui fait savoir que la magie de Ken n'est pas illimitée, ce qui signifie qu'il a aussi ses propres limites. Elle veut que Suzune soit prudente car Ken ne pourra la soigner que si elle est encore en vie, et non si elle fait quelque chose de précipité qui mène à sa mort. Suzune apprécie le conseil et Rose se moque de Ken car il s'attendait aussi à recevoir des conseils de sa part. Après cela, Rose prend congé et les envoie également. Plus tard, Celia trouve Kazuki s'entraînant dans le champ et elle court là-bas pour essayer de le décourager. Elle lui rappelle qu'il vient de revenir de l'entraînement dans la forêt et qu'il est censé se reposer, mais Kazuki affirme qu'il a déjà récupéré toute sa force perdue pendant la nuit. Celia part, l'air déçu, après qu'elle se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de convaincre Kazuki d'arrêter de s'entraîner. D'un autre côté, Ken et les 3 autres sont en route vers les ténèbres de Linger. Quand Ken réalise que c'est là qu'il se dirige, il se souvient que la famille de Blue est morte dans la forêt et se demande ce que l'ours ressentira en retournant dans un tel endroit. Cependant, il n'y a aucun moyen d'obtenir l'opinion de Blue car il dort sur le dos de Ken. Suzune veut profiter de cette occasion pour toucher Blue mais Ken lui tape sur la main. Blue se réveille enfin et Ken lui dit qu'il est temps qu'il marche par lui-même. Suzune veut plaire à l'ours et elle propose de le porter sur son dos. Ken essaie de l'en empêcher, mais elle est déjà en avant. Elle se rend vite compte qu'elle a fait une erreur lorsque l'ours grimpe sur elle et que le poids de l'ours l'écrase complètement au sol. Cela la blesse et Ken est obligé de la soigner. Ken a été contraint d'utiliser une partie de sa magie avant même qu'il n'atteigne l'événement principal. Alors qu'ils avancent, le bâton du mage commence à briller pour les informer que quelque chose approche. Quelques instants plus tard, le groupe est attaqué par des bandits qui se cachèrent dans les buissons. Les bandits prévoient de voler les objets de valeur du groupe. Ken et Suzune ne semblent pas du tout préoccupés par ces types, car ils ne les considèrent pas comme une menace. Pour aggraver les choses, Suzune est même contente qu'ils soient confrontés à des bandits. Les bandits réalisent bientôt qu'ils sont dans une situation délicate lorsqu'ils découvrent que le groupe est escorté par un ours bleu. Suzune montre aux bandits qui est le patron lorsqu'elle les attaque avec sa magie électrisante. Elle est capable de contrôler son pouvoir dans une certaine mesure pour s'assurer que les bandits ne meurent pas de ses attaques. Ken lui dit qu'elle est libre de les frapper comme elle veut parce qu'il va simplement les soigner après. En entendant cela, Suzune continue de les étourdir avec ses pouvoirs de foudre. Elles sont en plein milieu de cela lorsque le bâton du mage commence à briller à nouveau. Avant qu'ils ne sachent ce qui se passe, des sangliers émergent du buisson et les envahissent. Le chevalier est choqué de voir cela et dit que le territoire des sangliers devrait être plus profondément dans les bois, ce qui signifie que leur présence dans cette zone est inhabituelle. Les sangliers agissent de manière erratique et l'un d'eux charge vers Suzune. Ken réalise que Suzune est en danger et il l'attrape rapidement. Les deux sont frappés par le sanglier et sont projetés dans les airs. Alors qu'ils descendent vers le sol, Ken maintient sa magie de guérison alors qu'il traverse les buissons et les arbres. Il tombe finalement dans une rivière et Suzune semble étourdie. Ken reconnaît la rivière et sait qu'ils vont bientôt arriver à une cascade. Il dit à Suzune de se préparer pour cela. Il protège Suzune alors qu'ils descendent dans la cascade. Ken s'évanouit et Suzune est obligée de le traîner dehors. Elle fait des promesses de sauver Ken quand il se réveillera. Elle le repousse rapidement par embarras. Suzune a une coupure sur le côté du visage et Ken la guérit rapidement. Les deux réalisent bientôt qu'ils ont perdu leur sac à dos en tombant. Il y a peu de choses pour survivre pendant qu'ils sont dans la brousse. Ken suggère qu'ils trouvent un abri pour la nuit afin de pouvoir retrouver leur chemin le lendemain. Suzune n'a aucune idée d'où ils peuvent dormir et Ken propose qu'ils dorment dans les arbres. Ken a dormi dans les arbres la dernière fois qu'il était dans cette même forêt et il espère que Suzune pourra le faire. Suzune avoue qu'elle n'a jamais grimpé aux arbres et Ken réalise que Suzune pourrait venir d'une famille aisée. Après avoir trouvé un endroit confortable pour eux, Suzune change de vêtements. Plus tard dans la soirée, Suzune reste près de la rivière et elle plonge ses mains dans l'eau. Elle libère de l'électricité dans l'eau pour éliminer un groupe de poissons qu'ils peuvent utiliser pour le dîner. Ken est impressionné par cela et il continue d'encourager Suzune à faire plus avec ses pouvoirs. Il lui demande même de faire du feu avec ses pouvoirs et elle le fait juste pour continuer à impressionner Ken. Plus tard dans la nuit, ils sont dans la grotte quand des singes venimeux apparaissent. Ken a lu à leur sujet et c'est la raison pour laquelle il connaît leur nom. Suzune est amoureuse des singes et elle révèle son envie de les toucher. Ken lui dit de ne pas le faire. Il dit que les singes ne sont pas féroces, mais qu'ils sont venimeux comme leur nom l'indique. Même après cet avertissement, Suzune continue quand même à toucher l'un des singes. Elle est en train de s'amuser quand le singe la mord et elle s'évanouit immédiatement.
Ken se précipite et la guérit rapidement avant que les choses ne s'aggravent. De retour à la maison, Kazuki vient d'apprendre du roi que ses amis ont disparu. Il s'agite à ce sujet et pense immédiatement à sortir pour les chercher. Mais Rose apparaît et l'arrête. Elle dit qu'il n'est pas nécessaire qu'il aille dans la forêt pour les chercher. Elle lui assure que Ken est avec Suzune et qu'elle fait confiance à son bras droit pour garder Suzune en sécurité. Elle dit que Ken n'est pas quelqu'un qui mourra facilement et tant qu'il est en vie, Suzune ira bien aussi. De retour dans les bois, Ken suggère qu'ils dorment à tour de rôle pour que quelqu'un puisse monter la garde pendant que l'autre dort. Ken est le premier à s'allonger pour essayer de dormir. Quelques instants plus tard, Suzune lui demande s'il dort, ce à quoi il répond non. Suzune lui demande alors ce qu'il ressent d'avoir été invoqué dans ce monde. Ken dit que c'est une question difficile parce qu'il veut retourner, mais en même temps, il ne le veut pas. Cependant, Suzune dit qu'elle veut rester dans ce monde. C'est parce qu'elle préfère ce monde à celui d'où elle vient. Elle n'a aucun attachement à sa famille et à ses amis dans la vie réelle. Elle voit ce monde fantastique comme un endroit pour échapper à ses chaînes. Elle a l'impression que rien ne la retient dans ce monde, contrairement à l'autre monde. Pour Suzune, elle est libre dans ce monde et c'est la liberté qu'elle recherchait. Ken commence alors à expliquer comment il s'est senti en arrivant dans ce monde. Il a toujours voulu échapper à sa vie ennuyeuse, et ce monde s'avère être la solution. À son arrivée, il a pensé à devenir plus fort pour ne pas être un obstacle pour Suzune et Kazuki. Cependant, il a réussi à renforcer sa détermination de manière à pouvoir aider ses amis et quiconque a besoin de son aide. Les deux sont d'accord là-dessus et décident que sauver les gens de ce monde sera la meilleure chose pour eux. C'est leur maison pour l'instant et elle a besoin de leur protection. Après cette discussion, les deux peuvent parler davantage de leur relation. Suzune parvient à comprendre que Ken a toujours été intéressé par elle, mais ne l'a jamais approché. Ken s'allonge bientôt pour dormir afin d'éviter plus de cette conversation, mais Suzune est heureuse d'avoir eu l'occasion de parler à Ken plus qu'avant. Le lendemain matin, Ken et Suzune commencent leur voyage pour quitter la forêt. Alors qu'ils naviguent dans la forêt, Ken dit à Suzune d'être prudente et aussi prête pour le combat, car ils peuvent être attaqués à tout moment. Soudain, ils voient le buisson devant eux bouger. Les deux se mettent sur la défensive mais poussent un soupir de soulagement lorsqu'ils découvrent que ce qu'ils craignaient n'est autre que Blue Rain. Blue Rain est également heureux de voir Ken et il lui saute dessus. Derrière eux se trouve le chevalier, mais il s'évanouit après avoir vu Suzune et Ken. Plus tard, Haruku se réveille et révèle que Blue Rain s'est soudainement enfui pendant qu'il les cherchait. Il pense que Blue Rain a dû sentir l'odeur de Ken et c'est la raison pour laquelle il a commencé à courir après lui aussi. Ken soigne la blessure d'Haruku et le félicite pour son bon travail. Juste à ce moment-là, Blue Rain capte une autre odeur et commence à se diriger vers là-bas. Le groupe suit l'ours et Ken découvre que Blue Rain se souvient encore de son ancienne maison. Il explique au groupe que l'endroit où il se trouve n'est là où Blue Rain et sa famille vivaient, mais que son père et sa mère ont été tués par un serpent géant. Blue Rain montre alors à Ken qu'il est prêt à tourner la page en les pressant de quitter l'endroit. Apparemment, Blue Rain a pris la décision que sa place est aux côtés de Ken. En retournant au château, le roi accueille Ken et Suzune. Il leur présente ses excuses sincères pour ce qu'ils ont dû traverser dans la forêt. Ken dit qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser car il est déjà habitué à ce genre de choses. Il se rend alors compte qu'il ne doit pas révéler une information aussi cruciale. Le roi ne doit pas être au courant qu'il suit un entraînement aussi intense pendant qu'il est avec Rose. Le roi lui demande alors comment se passe l'entraînement avec l'équipe de secours jusqu'à présent. Il regarde Rose, qui est également dans le bâtiment, avant de répondre à la question. Il dit simplement au roi que tout se passe très bien pour éviter la colère de Rose et un entraînement encore plus intense. Après avoir donné cette réponse, il regarde Rose, et Rose lui sourit pour lui faire savoir qu'elle l'aurait achevé s'il avait mal répondu. Le roi dit alors que l'entraînement sur le terrain de Suzune sera reprogrammé pour plus tard, et les exhorte, elle et les autres, à se reposer pendant qu'ils y sont. Ken et Suzune sont libres de quitter la salle du trône, mais le ministre Sergio dit à Siglis et Rose d'attendre. Cela surprend Ken, qui commence à se demander pourquoi on leur demande de rester. Ken en fait une blague et dit qu'il est possible qu'ils se fassent virer. Juste à ce moment-là, ils entendent Kazuki et Celia les appeler par derrière. Kazuki les rattrape et révèle à quel point il a été inquiet en apprenant que les deux avaient disparu. Celia confirme cela et leur dit que Kazuki est prêt à sortir du château pour les chercher. Ken essaye de leur dire comment Suzune a été empoisonnée par un singe venimeux, mais elle lui couvre rapidement la bouche avec un tissu pour éviter de l'embarrasser. Plus tard, Kazuki dit à Ken que Rose lui fait vraiment confiance, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pris la peine d'entrer dans la forêt pour les chercher. Après une brève discussion, Ken et Suzune partent, tandis que Celia et Kazuki restent derrière. Alors que les deux partent, Celia parle du lien entre le trio. Kazuki dit que c'est parce qu'ils viennent tous d'un autre monde. Celia se demande s'il y a de la place pour elle dans ce lien. Elle parle ensuite du fait que Kazuki s'adresse encore à elle de manière formelle, ce qu'elle n'aime pas. Elle veut que Kazuki commence à l'appeler comme Suzune et les autres le font. Kazuki accepte cela et commence à appeler Celia comme elle le souhaite. Le visage de Celia devient rouge de gêne après que Kazuki ait fait ce changement. Maintenant, dans la salle du trône, une réunion est en cours entre le roi, Rose, Sergio et Siglis.
Le roi est informé que les bandits qui ont attaqué Suzune dans le buisson ont été interrogés. Ils ont révélé qu'il y avait moins de monstres dans les prairies, ce qui est assez inhabituel. Le roi souligne alors qu'il n'y a qu'une seule explication à cela. Cela signifie que les monstres résidant dans les prairies ont fui la région. Pour qu'ils aient fait cela, il est possible qu'il fût à quelque chose de terrifiant. Siglis conclut que les monstres essayaient probablement d'échapper à l'armée démoniaque. Il est prudent pour eux de supposer que l'armée démoniaque est déjà en train d'agir, et il vaudrait mieux ne pas les sous-estimer cette fois-ci. Siglis est sûr que les démons viendront avec tout ce qu'ils ont pour essayer de conquérir le royaume. Le roi prend cela en considération et il dit aux hommes de commencer à se préparer. Il congédie les hommes, mais dit à Rose de rester. Il fait ensuite une demande spéciale à Rose. Rose sait déjà ce que le roi veut d'elle, et elle est prête à le faire avant même qu'il n'ouvre la bouche pour le lui demander formellement. Rose sait déjà que le roi veut qu'elle parte en reconnaissance de l'armée des démons. Elle a les jambes les plus rapides du royaume, et c'est la raison pour laquelle elle est la plus apte pour cette tâche. Rose est sur le point de partir quand le roi l'arrête et dit qu'il a autre chose à lui demander. Il veut savoir si elle reconsidérera diriger à nouveau les troupes, mais Rose dit qu'elle n'a pas l'intention de le faire. Apparemment, les hommes de Rose meurent une fois sur le champ de bataille et elle se blâme de ne pas avoir pu les sauver. C'est lors de cette rencontre qu'elle a eu la cicatrice qui a pris son œil droit et elle croit que la cicatrice est là pour toujours, lui rappeler ce qui s'est passé. Le roi essaie de la dissuader de se blâmer, mais elle insiste sur le fait qu'elle est responsable de ce qui est arrivé. Elle est arrivée à la conclusion qu'une fois que quelqu'un meurt, il n'y a plus rien à faire pour la personne. C'est la raison pour laquelle Rose a créé l'équipe de secours pour aider sur le champ de bataille. Le roi convient que l'équipe de secours a vraiment aidé lors de la dernière bataille. Le roi dit alors que Rose devrait être heureuse puisqu'elle a déjà réalisé son rêve. Mais Rose n'est pas encore satisfaite. L'autre raison pour laquelle elle a créé l'équipe est de trouver un subordonné qui ne mourra pas. Le roi est choqué d'entendre cela, et il dit qu'il est tout à fait impossible pour quelqu'un de ne pas mourir. Rose répond que c'est précisément pour cette raison qu'elle a conçu un entraînement aussi éprouvant pour essayer de trouver quelqu'un qui supportera et survivra à la routine d'entraînement. Le roi réalise immédiatement qu'il parle de Ken. Rose explique au roi que Ken a été exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Il n'aime pas abandonner et sa volonté de vivre est également forte. En plus de cela, il a maintenu une attitude rebelle envers elle et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle le veut. Elle a pris la décision de faire de Ken le guérisseur idéal. Rose se rend vite compte qu'elle s'est écartée du sujet principal et elle s'en excuse. Elle s'incline devant le roi et dit qu'il est temps pour elle de partir en patrouille. Plus tard dans la nuit, Alec informe Ken que Rose a laissé une lettre pour lui. Personne ne sait où est Rose, mais elle a laissé une lettre adressée à Ken. Ken prend la lettre et découvre qu'il s'agit d'une tache de Rose. Il y a une autre lettre scellée qu'elle veut qu'il remette à quelqu'un. Elle avait déjà dessiné la carte de l'endroit où il devait livrer la lettre. Tout ce qu'il a à faire, c'est de suivre la carte et de livrer la lettre à l'endroit prévu. Ailleurs, l'armée des démons est occupée à construire un pont qui les reliera au royaume des humains. La tempête n'aide pas et ralentit un peu leur progression. Pendant qu'ils sont en plein milieu de cela, Amila se rend compte que le chevalier noir n'a que peu ou pas de considération pour elle, même si elle est sa supérieure. Elle essaie d'affirmer sa domination, mais le chevalier noir se moque d'elle et s'en va. Il lui dit de l'appeler quand ils auront fini de construire le pont. Le médecin démon apparaît pour se moquer d'Amila de son incapacité à contrôler le chevalier noir. Amila révèle que la construction du pont sera bientôt terminée afin qu'ils puissent enfin commencer l'invasion complète du royaume de Linger. Juste à ce moment-là, les fantassins découvrent qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Amila ne semble pas inquiète car elle sait que l'invasion sera déjà en cours avant que l'éclaireur ne puisse même faire son rapport. Juste à ce moment-là, une bûche de bois leur arrive dessus et déchire le pont. Amila regarde attentivement la personne qui a lancé la bûche et elle réalise que c'est nul autre que Rose. Elle se rend compte que c'est son ennemi juré et elle crie de frustration à cause de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Avec cela, Rose croit qu'elle a réussi à retarder l'invasion de quelques jours de plus et à donner au royaume plus de temps pour se préparer. Le jour suivant, Ken se met à la mission que Rose lui a laissée. Il commence à se promener dans la ville en utilisant la carte pour essayer de localiser la maison où il est censé livrer la lettre. Il marche depuis quelques minutes et il sait que la situation devient déjà étrange. Il arrive bientôt au magasin de la femme qui vend des fruits, et la femme lui dit qu'il y a des produits frais s'il en veut. Pendant qu'ils discutent, une fille observe Ken depuis sa cachette. Quelques instants plus tard, Ken arrive enfin à l'emplacement indiqué sur la carte. Il entre dans la maison sans se faire remarquer. Il rencontre une fille qui s'avère être la sœur d'Orga, Ururu. Ururu voit l'uniforme que Ken porte, et elle comprend immédiatement qu'il fait partie de l'équipe de secours. Elle essaie de se souvenir du nom que son frère lui a dit, mais elle a du mal à le faire jusqu'à ce que Ken le lui rappelle lui-même. Elle se présente correctement à Ken, et c'est lors de cette présentation qu'Ururu découvre qu'elle a 1 an de plus que Ken. C'est alors que Ken réalise qu'il est dans la clinique dont Orga parlait la première fois qu'ils se sont rencontrés.
Ururu dit que son frère examine actuellement un patient, et elle suggère qu'ils viennent voir comment cela se passe. Ils arrivent à la salle d'examen, mais Ururu insiste pour qu'il regarde depuis la porte, parce que son frère perd très facilement sa concentration. Ken observe alors attentivement pour voir comment Orga s'y prend. Ken peut voir que la couleur du mana d'Orga est assez différente de la sienne. Orga guérit un garçon juste devant eux, et c'est le garçon qui fait remarquer qu'il y a 2 personnes qui les regardent. Orga est surpris de voir Ken à la clinique, et Ken révèle sa mission de leur livrer la lettre. Ururu et Ken commencent à discuter de l'équipe de secours pendant qu'Orga brise le sceau de la lettre et la lit. Après avoir lu la lettre, il affiche un visage inquiet, mais l'efface rapidement pour empêcher les deux de deviner la nature de la lettre. Ururu parle de l'enthousiasme de Rose lorsqu'elle a commencé à entraîner elle et son frère, mais ils n'ont pas pu faire face à ses méthodes d'entraînement. Juste à ce moment-là, un gars arrive en courant. Il dit à Orga qu'il a besoin de son aide concernant son ami. Il est tombé d'un toit sur lequel il travaillait, et 2 autres ont également été blessés dans ce processus. Orga, Ururu et Ken se précipitèrent immédiatement sur les lieux. Les guérisseurs prirent ensuite les blessés un par un pour essayer de les soigner. C'est la première fois que Ken essaie de soigner une personne qui n'est pas dans l'équipe de secours ou Suzune. Il se souvient également que ce type de blessure est ce avec quoi il devra faire face sur le champ de bataille. Il commence à se sentir nerveux, mais Orga trouve un moyen de le calmer. Il lui assure qu'il n'y a pas de différence avec ce qu'il a fait auparavant. « Tu as le pouvoir de guérir la personne devant toi », dit Orga. En entendant cela, Ken parvient à croire en lui et il termine le travail de guérison. Une fois qu'ils ont fini, ils quittent les lieux et Orga dit à Ken qu'il est libre de venir visiter quand il le souhaite. Il peut aussi venir à la clinique pour les aider car c'est assez difficile pour eux deux de tout gérer seuls, dit Orga. Ken assure les deux qu'il reviendra. Il leur fait ses adieux et part. Après son départ, Orga informe sa sœur que la lettre de Rose est pour les avertir qu'une guerre se profile. Ils sont informés que l'armée démoniaque va bientôt envahir et Rose veut que les deux soient préparés. Ni Ken ni Ururu n'ont d'expérience de combat, ce qui signifie que ce sera leur première fois sur le champ de bataille. Leur croyance en leur capacité sera la seule chose à les aider sur le champ de bataille, dit-il. D'un autre côté, Ken fait un arrêt au stand de fruits pour acheter le fruit préféré de Blue Rain pour lui. Juste à ce moment-là, la fille qui observait Ken tout ce temps apparaît. Elle s'approche de Ken et dit qu'il est le seul à pouvoir changer l'avenir qui est sur le point de se produire. La fille touche sa main et Ken est capable de voir une vision où le chevalier noir se tient sur les cadavres des héros et des troupes humaines. Ken revient à la réalité, respirant lourdement à cause de ce qu'il vient de voir. La fille lui dit qu'il sera celui qui paiera la dette pour le grand service et s'enfuit. Après le départ de la fille, Ken parvient à se remettre du choc qu'il ressent. Il commence à chercher la fille pour en savoir plus sur ce qu'elle lui a montré. Il ne veut pas croire que Kazuki et Suzune mourront tous les deux dans les guerres à venir. Il trouve bientôt un garde et lui demande s'il a vu une fille, mais il répond que non. Il essaie de décrire l'apparence de la fille, mais le garde insiste sur le fait qu'il n'a vu personne correspondant à cette description. Il est en plein milieu de cela lorsque Rose apparaît derrière lui. Le garde disparaît immédiatement. Il pose ses yeux sur Rose. Ken est surpris de voir Rose et lui demande où elle a été tout ce temps. Elle révèle qu'elle a été à l'extérieur du royaume pour espionner l'ennemi. L'ennemi essaie de construire un pont pour traverser la rivière qui mène au royaume, dit-elle. Cependant, Rose révèle qu'elle a retardé la construction du pont, ce qui leur donne quelques jours pour se préparer. Ken se moque de Rose quand il entend cela et il essaie de lui rappeler ce que signifie le terme reconnaissance. Ken se fait pincer le visage à cause de cela et Rose ne le lâche qu'après qu'il ait crié de douleur. Après cela, les deux quittent la ville et commencent à rentrer chez eux. Ken parle à Rose de la fille renarde qu'il cherche. Il semble que Rose sache qui est la fille. Elle révèle sa surprise que la fille n'ait que 12 ans, mais qu'elle ait pu échapper au danger et échapper aux ravisseurs en route vers le royaume. Ken est surpris d'entendre cela et demande à Rose pourquoi les ravisseurs la poursuivraient. Rose révèle que les Beastkins sont considérés comme des proies précieuses, parce que certains sont connus pour avoir des affinités magiques spéciales. Ken demande alors à Rose si les gens bêtes sont connus pour faire voir des illusions étranges. Rose ricane et dit qu'elle a entendu parler de certains Beastkins qui sont puissants et qu'on appelle l'oracle du temps parce qu'ils peuvent voir l'avenir. Ces gens-là sont très rares, ce qui les rend bien protégés parmi les gens bêtes. Rose demande alors pourquoi Ken veut en savoir plus sur les Beastkins, ce à quoi il ment en disant qu'il est juste curieux. Ken commence à se demander si la fille qu'il a vue est l'une de ces personnes. Ils arrivent à la jonction qui mène à leur maison, mais Rose continue vers le château et dit à Ken de rentrer chez lui parce qu'elle a encore des choses à discuter avec le roi. Rose arrive au palais et raconte au roi tout ce qu'elle a appris pendant qu'elle était en reconnaissance. Le roi s'excuse pour ce que Rose a dû endurer pour obtenir les informations qu'elle a. Il la remercie ensuite d'avoir réussi à retarder l'invasion ennemie de quelques jours. Maintenant qu'ils sont sûrs que l'ennemi vient les attaquer, le roi prévoit d'informer toute la nation de cela le lendemain. Il dit à Sergio de faire les préparatifs pour cela et il dit à Siglis d'informer Suzune et Kazuki à ce sujet. Ils doivent être informés ce soir, dit-il. Cette nuit-là, Kazuki et Suzune se dirigent vers la salle du trône
et se demandent pourquoi ils sont convoqués. Les deux espèrent qu'ils ne sont pas convoqués pour ce à quoi ils pensent. En chemin, ils croisent Celia. Les choses deviennent quelque peu tendues entre elle et Kazuki comme d'habitude. Après quelques situations gênantes et des regards échangés, Kazuki et Suzune disent au revoir à la dame et continuent leur chemin. Suzune lui demande alors ce qui se passe entre lui et Celia, mais Kazuki dit qu'il n'y a rien, ce à quoi Suzune décide de ne pas insister. Plus tard dans la nuit, Ken a du mal à dormir à cause de ce que la fille lui a dit. Il commence à se demander ce qui pourrait être mal et comment il peut sauver les héros. Il est en train de faire cela quand il voit 3 bulles de lumière visibles depuis la fenêtre. Il se lève pour enquêter et découvre que la cause des bulles de lumière n'est autre que Kazuki, qui se tient à l'extérieur de la maison. Il est surpris de voir Kazuki à une heure si tardive, mais il sort quand même pour le rencontrer. Les deux s'assoient pour parler, et Ken suppose que Kazuki a du mal à dormir parce qu'il a un entraînement le lendemain matin. Cependant, Kazuki dit qu'il ne s'inquiète pas pour cela. Kazuki dit ensuite à Ken ce qui l'inquiète exactement. Il révèle que le roi lui a informé, ainsi que Suzune, que les démons attaqueront bientôt. Les héros sont censés jouer un rôle vital dans la guerre qui va se produire. C'est la véritable raison pour laquelle Kazuki est éveillé, car il est sérieusement inquiet à l'idée d'aller à la guerre. Il a quitté le palais et a continué à marcher jusqu'à ce qu'il se retrouve à la base de l'équipe de secours. En bref, Kazuki a peur d'aller à la guerre. Il révèle à quel point il était terrifié lorsqu'il a affronté des monstres, sans parler d'une véritable guerre qui a réellement coûté des vies. Il est encore plus inquiet parce que les gens de ce monde dépendent de lui. Ils ont été gentils avec lui et ils attendent de grandes choses en retour. Ken intervient pour parler et dit qu'il est plus impressionné que Kazuki soit sous pression. Il dit que c'est en fait bien que Kazuki pense à lui-même pour une fois. « Tu n'as pas besoin de vivre selon les attentes des gens », dit-il. Kazuki demande à Ken quelle est sa propre décision, et il dit qu'il a décidé de combattre l'armée des démons. Il a très peur de cela, mais il a pris sa décision. Kazuki est surpris d'entendre cela et il souligne que Ken peut réellement mourir dans une guerre dans laquelle il a été entraîné par accident, mais cela ne semble pas déranger Ken. Ken parle de toutes les choses auxquelles il a pensé qui l'ont poussé à décider d'aller à la guerre. Il ajoute que Kazuki fait partie de ces facteurs et cela touche profondément Kazuki. En entendant cela, Kazuki prend sa décision et dit qu'il est maintenant prêt à se battre aux côtés de Ken. Il fait. Ne sait pas s'il peut être à la hauteur du standard d'un héros, mais il est sûr qu'il peut encore se battre pour protéger ses amis, y compris Ken. Cela surprend Ken, qui demande alors à Kazuki pourquoi il a décidé de se battre. Kazuki dit que Ken se bat, ce qui le motive à se battre aussi. Kazuki sait qu'il se sentira beaucoup mieux une fois que Ken et Suzune seront à ses côtés. Les deux se donnent alors un coup de poing en signe d'accord pour protéger le royaume et ses habitants. Les deux finissent par se dire au revoir avec des sourires sur leur visage. Après le départ de Kazuki, Ken se retourne pour trouver Suzune debout derrière lui. Il est totalement choqué de voir cela et il s'avère que Suzune a en fait entendu tout ce dont les deux ont parlé. Suzune veut parler hors contexte, mais Ken dit qu'il est très sûr que Suzune a suivi Kazuki parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Ken révèle alors qu'il ne veut toujours pas que Kazuki se batte dans la guerre, même s'il est celui qui l'a convaincu de le faire. Suzune demande alors si Ken ne veut pas qu'elle se batte non plus, et il répond que oui. Cependant, il considère déjà l'histoire de Suzune comme différente, car elle a déjà décidé qu'elle restera dans ce monde. Suzune est d'accord et décide qu'il est temps pour elle de partir aussi. Demain va être mouvementé, dit-elle. Le lendemain, le roi se tient devant toute la nation pour les informer des derniers développements. Il leur dit que l'armée démoniaque les envahira bientôt, mais que la nation a des plans pour les intercepter dans les prairies. Il est sûr que l'armée démoniaque sera plus forte que la dernière fois et cela est attendu. Cependant, le roi est également confiant que l'armée de la nation s'est aussi renforcée. Pour pimenter les choses, 2 héros ont été ajoutés à leur rang, ce qui leur facilitera encore plus la tâche. Il assure au peuple que l'équipe de secours est également là pour les aider sur le champ de bataille. L'équipe de secours est toujours là pour transporter les soldats en sécurité et aussi les soigner lorsqu'ils sont blessés. Il essaie de calmer la nation en leur disant que les chances pourraient ne pas être en leur faveur, mais il est confiant que le royaume de Linger sortira victorieux de la guerre à venir. Il en est sûr parce qu'il fait confiance aux troupes intrépides que la nation a pour les protéger. Il informe les troupes qu'elles vont partir et le discours du roi est plus que suffisant pour augmenter la confiance et le moral des troupes. Plus tard dans la journée, Celia est dans sa chambre lorsque sa servante l'informe que Kazuki est là pour la voir. Elle ne perd pas de temps pour se présenter à Kazuki qui se tient près de la porte. Kazuki lui dit alors qu'il partira avec les troupes le lendemain. Les yeux de Celia sont remplis de larmes, mais elle informe Kazuki qu'elle priera sincèrement pour leur victoire. Kazuki remercie Celia pour cela et lui fait ses adieux. Celia se tient dans le couloir en regardant Kazuki s'éloigner dans sa nouvelle armure et sa cape. À la base de l'équipe de secours, Ururu s'amuse avec Blurin et Kukuru. Elle essaie de toucher l'ours mais il repousse sa main. Elle devient bientôt joueuse avec l'ours et le lapin.
Ken la laisse faire pendant qu'il parle avec son frère. Orga dit alors que Ruru a toujours été vive, mais qu'elle est actuellement nerveuse et essaie seulement de le cacher. C'est la raison pour laquelle elle s'occupe à jouer avec l'ours et le lapin pour dissimuler ce qu'elle ressent. Ce sera sa première bataille, et elle essaie seulement de se distraire pour ne pas penser aux possibilités qu'apporte la bataille. Ken et Orga sont encore en pleine conversation quand Tong arrive pour dire à Ken que Rose veut le voir dans sa chambre. C'est un choc pour Ken car il n'a jamais été appelé dans la chambre de Rose avant aujourd'hui. Il commence à se demander ce que Rose a en tête de lui faire. Sans aucun doute, ses pensées intrusives commencent à prendre le dessus, mais Tong le ramène à la réalité et dit que le patron l'attend. Il arrive dans la chambre de Rose et elle lui demande ce qu'ils ont discuté auparavant à propos de leur plan de bataille. Ken dit que Rose lui a déjà dit qu'il serait en première ligne avec elle pour soigner les troupes. Rose lui dit alors qu'ils ne seront pas en première ligne lorsque la guerre commencera. Ils seront à l'arrière où Tong et les autres amèneront les soldats blessés vers eux. Il n'y a aucun intérêt à rester en première ligne dès le début puisqu'il n'y aura pas de soldats blessés. Les premières lignes seront chaotiques, ce qui fera d'eux une cible facile pour les ennemis car ils sont la première escouade dont les ennemis voudront se débarrasser. Rose ajoute ensuite que Ken doit faire attention à qui il soigne lorsqu'il est sur le champ de bataille. Ken suppose que Rose lui dit de ne pas soigner l'ennemi, mais Rose le corrige et dit qu'il parle des soldats avec des blessures mineures. Il devrait essayer de différencier les soldats qui sont légèrement blessés mais peuvent encore se battre afin de ne pas les gêner. En bref, Rose veut que Ken prenne des décisions de premier ordre quand il est sur le terrain. Après cela, elle remet une boîte à Ken et lui dit de l'ouvrir. Il le fait et il s'avère que c'est un uniforme soigneusement emballé à l'intérieur de la boîte. Rose lui dit que l'uniforme est principalement pour l'équipe de secours et qu'il est conçu pour se démarquer sur le champ de bataille. Elle encourage Ken à l'essayer et quand il le fait, ça lui va bien. Rose se rapproche de Ken et devient encore plus stricte en même temps. Elle lui fait savoir que les guérisseurs ne sont pas immortels, c'est pourquoi il doit être prudent quand il est sur le terrain. Elle lui dit de ne pas se sacrifier et de ne pas prendre de décisions hâtives quand il est là-bas. Ken est d'accord avec ce qu'elle dit et lui assure qu'il se protégera tout en protégeant les autres. Après cette conversation motivante, Ken remet l'uniforme dans la boîte et quitte la pièce. En s'éloignant, il parle de sa détermination à protéger Kazuki et Suzune, peu importe ce qu'il a vu dans la vision. Peu de temps après, Ken et le reste de l'équipe de guérisseurs commencent leur voyage pour trouver et intercepter les démons. Ururu se plaint déjà de la distance qu'ils ont parcourue, et son frère lui rappelle qu'ils doivent s'éloigner très loin de la nation s'ils veulent combattre les démons. Ken demande alors à Rose des informations sur la physiologie des démons. Rose lui explique que les démons sont des demi-humains avec des cornes tordues sur la tête. Ils peuvent ressembler à des humains, mais les démons sont physiquement plus forts et ils ont plus de mana que les humains. En bref, ils surpassent les humains, et cela concerne non seulement leurs officiers, mais aussi leurs soldats réguliers. Rose demande à Ken s'il a peur, mais il dit non. Il fait une blague sur le fait de connaître quelqu'un de plus effrayant, et il parle évidemment de Rose. Ken parle de l'entraînement infernal qu'il a subi sous la direction de Rose, et dit que cela l'a façonné. Rose le regarde du coin de l'œil, et il lève les mains haut par crainte que Rose ne soit sur le point de le frapper. Cependant, Rose ne fait rien car elle est emportée par ses pensées. Elle se souvient de quelque chose qui la pousse à poser sa main sur son œil droit. Une scène de flashback remonte à 5 ans plus tôt, lorsque Rose avait encore ses 2 yeux intacts. Elle était la commandante des chevaliers Linger, et on la voit se diriger vers la salle du trône. Elle y arrive, et le roi informe elle et Sieglis qu'il y a eu des apparitions de démons dans les prairies. Le roi dit qu'il n'y a pas eu de victimes jusqu'à présent, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent se détendre. Pour être en sécurité, le roi a ordonné que des gardes soient assignés aux marchands lorsqu'ils voyagent pour les protéger. Il sait qu'il ne faut pas plaisanter avec les démons car ils sont forts, et il exhorte son peuple à être prudent. Après le briefing, Rose quitte la salle du trône. Après avoir quitté la salle du trône, Cygnus l'approche pour parler des démons et de leur mobilisation. Il s'inquiète que les démons ont rassemblé suffisamment de force et qu'ils prévoient d'envahir. Rose voit cela comme une possibilité, et tous deux prévoient de rassembler leurs troupes en préparation de l'attaque. Après avoir discuté de cela, les deux prennent des chemins séparés. Le commandant adjoint de Rose, Al, apparaît. Elle essaie de parler à sa patronne, mais celle-ci est perdue dans ses pensées sur ce qu'ils doivent faire pour se préparer aux démons. Le commandant adjoint continue d'appeler sa patronne, et Rose est obligée de lui donner une tape sur la tête juste pour qu'elle recule. Même avec cela, elle ne recule pas et elle révèle qu'elle est au courant des démons. À cause de cela, Rose la frappe à nouveau à la tête, la réprimandant pour toujours écouter aux portes des réunions confidentielles. La dame s'écrie, se plaignant que sa patronne est trop dure avec elle. Les deux quittent le château ensemble et se dirigent vers leur base. Al parle de vaincre les ennemis et Rose la réprimande pour être trop confiante. Elle dit qu'il est mauvais de sous-estimer les ennemis. Et quand Al essaie de défendre ce qu'elle a dit, Rose change d'avis et dit qu'elle supervisera leur entraînement cet après-midi. Al crie de douleur parce qu'elle sait qu'elle a mis elle-même et le reste de l'escouade en danger. Al essaie de la dissuader en lui rappelant qu'elle est maintenant la commandante du bataillon et qu'elle n'aura pas le temps. Mais Rose a déjà pris sa décision. Elle rentre chez elle et les deux sont accueillis par les chevaliers. Les chevaliers remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Al, et quand ils lui demandent, elle esquive la question. Cependant, Rose leur montre pourquoi la députée agit ainsi lorsqu'elle mentionne le fait qu'elle sera en charge de l'entraînement. Les chevaliers crient parce qu'ils savent déjà qu'Al a dit ou fait quelque chose pour pousser le commandant. Les chevaliers
chevaliers finissent par se liguer contre elle et la battre à plate couture à cause de ce qu'elle a fait. Elle supplie Rose de les faire arrêter, mais Rose dit que cela ne la regarde pas. Une semaine plus tard, le roi appelle Rose pour l'informer que les démons attaquent maintenant les monstres dans la nation humaine. Les attaques sont devenues successives, et cela oblige le roi à dire à Rose d'enquêter là-dessus et d'utiliser la force si nécessaire. Après avoir reçu cet ordre, Rose mobilise ses chevaliers et leur dit qu'ils partiront le matin. Al essaie de motiver l'équipe, mais elle finit par se faire battre par eux. Ils la blâment pour tout ce qu'ils ont traversé la semaine dernière. Rose dit à Kukuru qu'il restera à la maison parce qu'elle ne veut pas qu'il soit blessé. Sa capacité à suivre les monstres aurait été précieuse, mais Rose n'est pas prête à le mettre en danger. L'équipe s'excite en entendant que Rose les rejoindra pour la mission. Ils savent qu'ils pourront se battre au mieux de leur capacité parce qu'ils ont leur chef là pour les soigner et les motiver. Le jour suivant, l'équipe se met au travail. Ils montent à cheval et se dirigent vers la forêt. Cette nuit-là, ils ont installé le campement car il faisait déjà nuit. Ils ont exploré une partie de la forêt, mais ils n'ont rien trouvé. L'un d'eux suggère d'explorer le côté ouest de la forêt, mais ils savent que le côté ouest est le plus dangereux de tous. Al est d'accord avec cela et mentionne le sentiment qu'elle a à propos du côté ouest. Les gars acceptent de le faire parce que c'est le souhait d'Al et qu'elle est la directrice adjointe après tout. Une fois cela réglé, Al dit à l'équipe qu'il est temps de dormir. Cependant, ils prendront des tours pour surveiller le feu. Rose propose d'être la première à veiller pendant que les autres dorment. Quelques instants plus tard, Rose parle à Al parce qu'elle sait qu'elle est éveillée. Al sait qu'elle est déjà prise et elle décide de se lever et de parler à son patron de ce qu'elle a en tête. Al demande à Rose pourquoi elle l'a choisi comme commandant adjoint car elle se considère comme non qualifiée pour le poste. Tout ce qu'elle a fait, c'est rédiger des rapports et envoyer des demandes d'équipement, ce qui fait d'elle une simple exécutante. Rose dit qu'elle fait du bon travail et qu'elle n'est pas du genre à se plaindre. Elle envisage même de lui transmettre le rôle de commandant à l'avenir, ce qui choque Al profondément. Puisqu'elle est maintenant en charge du bataillon, elle aimerait qu'Al prenne un jour la tête de l'unité, parce qu'elle ne peut pas diriger les deux en même temps. Al ne veut pas cela parce qu'elle a peur que l'équipe ne l'accepte pas. Al parle de comment elle est une personne têtue et ne change pas d'avis quand il s'agit de quelque chose qui est juste, même si elle est la seule à soutenir. Elle a l'habitude de faire taire les gens s'ils ne sont pas en accord. Mais ensuite, elle a rencontré Rose, qui a utilisé la violence pour changer sa façon de voir les choses. Même quand Al essaie de riposter, elle finit par perdre à chaque fois. Cependant, elle a continué à se défendre parce qu'elle ne voulait pas que Rose prenne le dessus sur elle. Elle est étonnée parce que Rose est la première et la seule personne qui continuerait à rester à ses côtés et même à la défier. D'autres personnes en ont assez et finissent par partir au bout d'un moment. Elle mentionne le fait que Rose peut être agaçante, mais elle est la seule à bien les comprendre dans l'unité. C'est la raison pour laquelle Al veut que Rose continue d'être leur commandant. En entendant cela, Rose se lève et frappe à nouveau Al à la tête. Al ne peut pas se plaindre car elle sait déjà quel genre de personne est son patron. Rose réprimande Al pour avoir pensé qu'elle serait assez stupide pour choisir quelqu'un qui ne mérite pas de lui succéder. Rose fait savoir à Al qu'elle ne l'a pas choisi au hasard. Elle a pris son temps et a fait ce choix avec confiance. Al est surpris d'entendre cela et se demande ce que Rose voit en elle. Rose commence alors à énumérer les qualités qui l'ont poussé à choisir Al comme commandant adjoint. Rose aime le fait qu'Al n'abandonne jamais quelque chose une fois qu'elle a pris une décision. Rose veut ce genre de mentalité car ce sera une base stable pour ceux qui l'entourent. Tant qu'Al continue d'avancer, ceux qui l'entourent suivront. Cela surprend Al, qui commence à se demander pourquoi ces gens la suivront. Elle affiche un large sourire en attendant que Rose lui donne la raison de cela. Rose lui dit alors que les choses changent constamment et qu'elle doit l'accepter. Elle est leur leader actuel, mais elle ne le sera pas un jour et Al doit être capable d'accepter ce fait. Après avoir entendu tout cela, Al réalise ce que Rose a dit et elle est d'accord avec tout ce que Rose a dit. Une fois cela réglé, Rose se lève pour aller dormir tandis qu'Al prend la prochaine garde. Rose sait que le reste de l'équipe n'est pas endormi et elle leur fait savoir qu'elle en est consciente. Al est choquée de découvrir que les gars ont écouté leur conversation. Les gars assurent alors à Al qu'ils la soutiennent toujours. Ils ne le montrent peut-être pas, mais ils sont prêts à suivre tout ce qu'elle dit parce qu'ils lui font confiance et l'apprécient. Le lendemain, l'équipe trouve des marques de griffes sur certains arbres. Ils reconnaissent ces marques de griffes comme celles d'un loup lumineux. Il y a aussi des empreintes et un liquide rouge sur le sol. Cela leur prouve que les démons chassent vraiment les monstres, mais ils se demandent ce que les démons veulent en chassant des monstres en territoire humain. Certains croient qu'ils font cela pour s'amuser, mais Al sait qu'il y a d'autres raisons derrière cela. Et juste à ce moment-là, ils entendent un rugissement au loin et l'équipe se dirige vers la direction du bruit. Ils restent derrière des buissons et aperçoivent des démons abattant des monstres et les empilant dans une charrette. Les démons ont avec eux quelqu'un d'autorité qui est apparemment le chef. Le chef est capable de capter l'odeur des humains et il fait savoir qu'il les a repérés. Rose réalise qu'il n'est plus nécessaire de se cacher et elle se révèle. Le reste de l'équipe suit son exemple une fois qu'elle le fait. Elle sort du buisson mais dit à Olé et aux autres de rester en place d'abord.
Rose demande au chef pourquoi il chasse les monstres, et il répond qu'il y a une raison derrière cela, mais qu'il n'est pas prêt à la divulguer. Rose demande alors ce que le type veut faire, car ils peuvent encore éviter le conflit à ce stade. Le chef des démons est confiant en lui-même et en ses hommes, ce qui le pousse à dire à Rose qu'il ne peut pas la laisser partir parce qu'elle les a déjà repérés. Il prévoit d'éliminer Rose et son escouade. En entendant cela, Olé sort pour soutenir son patron. Rose lui dit alors de prendre en charge l'équipe, car elle ne pourra pas leur donner d'instructions pendant qu'elle se battra avec le démon. Le chef démon et Rose se précipitent l'un vers l'autre et le chef démon active une magie du vent qu'il lance sur Rose. Étonnamment, Rose est plus rapide que l'attaque et elle atteint le gars avant qu'il ne sache ce qui se passe. Il parvient à reculer pour éviter d'être touché, et il est sur le point de mentionner à quel point il est impressionné qu'un humain puisse être fort lorsque Rose l'attaque à nouveau. Rose le frappe et l'envoie s'écraser dans la forêt derrière eux. Rose veut poursuivre le gars et elle laisse son unité s'occuper du reste des démons. Elle court après le gars et quand elle réalise qu'il est sur le point de s'enfuir, elle arrache les racines d'un arbre et les jette devant lui pour bloquer son chemin. Elle renforce cela en lui lançant d'autres arbres. Elle attrape un des arbres et l'utilise pour le clouer au sol. Le démon se libère de cela et attaque Rose avec une puissante attaque de vent qu'il pense suffisante pour arrêter Rose, mais elle se libère de l'attaque en spirale grâce à ses capacités de guérison. Le gars réalise alors que Rose est une guérisseuse et que son immense force physique fait d'elle une combattante au corps à corps efficace. Le gars décide de devenir sérieux, mais pour cela, il se présente d'abord. Son nom est Nero Argence, et il demande également le nom de son adversaire, ce à quoi Rose se plie et répond. Un portail rouge s'ouvre dans le sol et le bâton de Nero en émerge. Il menace de terminer Rose, mais Rose assure au gars qu'elle le réduira en bouillie avant qu'il n'ait la chance de la terminer. Ayant dit cela, les deux se précipitent l'un vers l'autre avec toute leur férocité. La bataille entre les deux groupes continue. L'unité de Rose est prête à montrer aux démons qu'ils ne sont pas faciles à vaincre. Rose remarque que l'épée démoniaque de Nero est maudite, ce qui est la raison pour laquelle elle ne peut pas laisser le lait épée possédée la toucher ou la couper. Elle esquive l'attaque du gars et lance une contre-attaque qui l'envoie au sol. Rose nargue le démon en lui disant de se lever parce qu'elle est sûre qu'il a encore la force de se battre. Nero admet que Rose et son unité sont assez habiles. Cependant, il n'est pas prêt à être vaincu car il travaille à l'émergence du Seigneur démon. Avec cela, Nero émet un puissant sort de contrôle depuis son corps. C'est pour montrer à Rose que lui et son escouade sont prêts à devenir des moutons sacrificiels si cela permet à leur seigneur de renaître. L'unité de Rose remarque quelque chose d'étrange chez les démons. Les démons commencent à agir comme si leur vie n'avait aucune importance, et Rose soupçonne que Nero a fait quelque chose à l'escouade. Elle poursuit le gars, visant à le terminer avant que ses actions ne portent leurs fruits. Un des démons tenant Neruka plonge sa tête vers la mort tout en mourant avec elle. Nero a essentiellement conditionné son escouade à mourir aux côtés des humains, si c'est nécessaire. Cet effet continue, et Rose commence à perdre son unité un par un. Rose perd son sang-froid et se précipite vers Nero comme un chien enragé. Cela donne à Nero l'occasion parfaite de calculer ses mouvements, et il lui inflige une coupure à l'œil droit. Rose essaie de guérir la blessure, mais elle ne peut pas parce que l'épée est maudite. Même avec la moitié de sa vision, Rose reste debout, essayant de vaincre Nero avec ce qu'il lui reste. Nero est sur le point de terminer le travail quand Hall s'interpose dans l'attaque et est profondément coupé à la place de Rose. Rose tombe au sol, réalisant qu'elle a perdu toute son unité. C'est une unité qui a toujours cru en elle. Nero considère que c'est le bon moment pour dire du mal de Rose et de son unité, mais cela ne fait que rendre la dame furieuse. Rose s'accroche à l'épée du gars comme si de rien n'était. Elle lui donne un coup de poing dans le ventre pour le mettre à genoux. Elle est déterminée à lui donner une bonne leçon. Elle frappe Nero à plusieurs reprises, et même quand Nero essaie de riposter, il ne peut pas. Rose est en mode extermination et Nero n'a aucune chance contre la dame. Elle le jette comme s'il était un morceau de tissu inutile. Elle le projette contre un arbre et l'empale avec sa propre épée. Elle commence à ralentir, mais elle veut terminer le travail. Elle s'approche de Nero quand une jeune Amila émerge des bois. Elle vise à sauver Nero, laissant Rose choquée qu'il y ait encore quelqu'un prêt à sauver Nero, même s'il est une plaie dans le... Amila retire l'épée et une armure scénaristique protège la fille, tandis que Rose la regarde traîner le gars qui est carrément responsable de l'anéantissement de son escouade. Une fois les deux partis, Rose tombe à genoux, mais elle entend les gémissements d'Hall et elle rampe jusqu'à l'endroit où se trouve la fille. Elle essaie de la soigner, mais la coupure est trop profonde, et en plus de cela, elle a été coupée avec l'épée maudite. Avant de rendre l'âme, Hall dit à Rose de rester la commandante qu'ils connaissent. Hall meurt et Rose pousse un cri fort et douloureux en regardant autour d'elle les corps de ses camarades. De retour au château, Rose remet son rapport au roi et une fois terminé, elle demande au roi de la démettre de son poste de commandant du bataillon. Comme si cela ne suffisait pas, elle veut que le roi lui retire son titre de chevalier car elle ne se considère plus comme telle. En marchant dans la rue, Rose croise un homme et une femme. Ce sont les parents de Josh et ils remercient la dame d'avoir permis à Josh de servir dans son unité. Ils connaissent l'impact qu'elle a eu sur Josh parce qu'il était un délinquant agaçant et
et insupportable avant de rejoindre l'escouade de Rose. Il ne la blâme pas pour la mort de Josh, mais pour l'opportunité qu'elle a donnée à leur fils. Un mois plus tard, Sieglis vient voir Rose parce qu'elle n'a pas quitté sa base depuis l'incident. Sieglis est là pour l'encourager et la sortir de son état morose. Il remarque que son œil droit est déjà en train de guérir, ce qui signifie que la malédiction était temporaire. Il se demande pourquoi Rose n'a pas guéri son œil depuis que la malédiction a été levée. Après le départ de Sieglis, Rose affirme qu'elle laisse l'œil blessé tel quel pour qu'il lui rappelle ce qui est arrivé à son unité. Cela pourrait être la raison, et elle pourrait aussi aimer l'idée de porter un cache-œil. Qui sait, Rose en vient finalement à la conclusion qu'elle ne va pas gâcher la seconde chance Cole lui a donnée. Rose est assise dans son salon, réfléchissant à sa vie, lorsque les images de son unité décédée lui apparaissent. Olé et les autres se moquent d'elle parce qu'elle est déprimée et lui disent de se remonter le moral. Elle est connue pour être joyeuse, et ils ne veulent pas que cela change. Ils lui disent d'aller de l'avant parce que les choses ne restent pas les mêmes, et elle doit accepter cette nouvelle réalité. Elle se souvient de ce qu'Ole lui a dit sur le fait de rester elle-même, et avec les beaux souvenirs qu'elle a partagés avec l'équipe, Rose parvient enfin à se ressaisir. C'est à ce moment-là qu'elle a pris la décision de créer une unité qui sauverait des vies en préparation des batailles à venir. En plus de cela, elle a besoin de quelqu'un qui lui ressemble. De nos jours, elle dit à Ken qu'elle est heureuse de l'avoir trouvé. Ken veut sourire à cela, mais Rose le frappe au ventre parce qu'elle déteste le voir rire ou sourire. Rose dit à Ken qu'elle compte sur lui pour être là avec elle sur le champ de bataille parce qu'elle est presque sûre qu'il ne va pas mourir. Ken sourit à cause du compliment, mais comme d'habitude, Rose le frappe fort. Les pauvres ont beaucoup souffert aux mains de cette plage cruelle. Pendant ce temps, les démons ont enfin terminé le pont qu'ils construisent, et le chevalier en armure est impatient de se lancer dans la bataille contre les humains. Le lendemain matin, Ken quitte la tente tôt pour regarder les environs et se rappelle aussi pourquoi il doit combattre un tas de connards agaçants tout en essayant de sauver les soldats assez stupides. Il est en plein milieu de cela lorsque Suzume apparaît de nulle part. C'est comme si le pervers attendait que son jouet préféré se montre. Suzume commence à parler à Ken des qualités de son armure étincelante. Ken n'est vraiment pas intéressé par ce discours ennuyeux, mais Suzume est assez têtue. Elle se rapproche du gars quand Ken commence à prier pour que Kazuki apparaisse pour le sauver. Ses prières sont exaucées et Kazuki apparaît pour emmener Suzume parce que Sieglis les demande déjà. Quelques instants plus tard, Sieglis a mobilisé l'armée et il a dit à tout le monde leur devoir. Suzume et Kazuki mèneront l'avant-garde et leur objectif est d'ouvrir la formation ennemie. En plus de cela, ils sont libres de pousser vers l'arrière de l'ennemi pour tenter de prendre la tête du commandant. Kazuki remarque que Suzume est troublé et il essaie de calmer la dame. Peu de temps après, les forces ennemies apparaissent juste devant eux. Les mages, y compris les héros, lancent une attaque à longue portée sur les ennemis, mais ils sont choqués de découvrir que les ennemis qu'ils ont attaqués ne sont qu'une illusion. Il s'avère que les vrais ennemis arrivent par le sud-ouest et qu'ils ont déjà fermé la distance. La bataille a déjà commencé et Rose dit à Tong, Alec, Mil, Gommel et Gurd de se diriger vers le Com. Champ de bataille pour récupérer les soldats blessés pour les soigner. Orga et Ururu seront dans la tente pour s'occuper des blessés, tandis qu'Haruku est chargé de les protéger. Rose et Ken doivent entrer sur le champ de bataille lorsque les choses commencent à devenir sérieuses. Peu de temps après, les blessés ont commencé à arriver. La main de Ken commence à trembler comme un poulet quand il s'apprête à soigner l'un des soldats, car il voit enfin à quoi ressemble la guerre et non les fichus jeux vidéo auxquels il jouait dans son monde. Le soldat blessé parle du serpent géant qui les attaque sur le champ de bataille. Ken se demande si ce serpent est lié à celui qu'il a vaincu dans les bois. Cependant, il se change les idées et soigne le soldat blessé. Sur le champ de bataille, le chevalier en armure sombre est soudainement poignardé par derrière par un soldat humain, mais le chevalier ne semble pas inquiet. Sans lever le petit doigt, le soldat est blessé et il tombe au sol. Le chevalier est sur le point de mettre fin au soldat, mais l'un des guérisseurs arrive juste à temps pour sauver les soldats. Le chevalier est impressionné et, en fait, il en veut plus de la part des humains parce qu'ils meurent déjà d'ennui. Il voit des éclairs au loin et il les prend comme un signe d'action de premier ordre à laquelle il aimerait se joindre. Alors que la bataille se poursuit, Rose décide qu'il est temps pour elle et Ken de partir. Elle demande à Ken s'il est prêt et il dit oui. Avant de partir, Haruku assure à Rose qu'il va s'assurer de protéger les guérisseurs. Avec cela, les deux se dirigent vers le champ de bataille. Ken se souvient de la mauvaise vision qu'il a eue et cela le force à s'arrêter. Quand Rose lui demande quel est le problème, il dit simplement rien. Rose sait que le gars n'est pas prêt à tuer, mais à sauver des gens. Elle lui donne alors un dernier conseil avant qu'ils ne partent finalement séparément. Ken voit un soldat humain qui était sur le point de perdre la vie face à un démon, mais Ken intervient juste à temps pour sauver le faible. Imbécile. Il sauve un groupe de soldats et leur dit de se replier au camp s'ils ne peuvent pas continuer le combat. Ailleurs, Suzume fait de son mieux, mais il semble qu'elle ressente la pression de la bataille. Kazuki semble le remarquer, mais elle affiche rapidement un sourire pour tromper le gars en lui faisant croire qu'elle va parfaitement bien. Les choses vont devenir encore plus intéressantes avec l'arrivée du chevalier en armure noire. Un groupe d'imbéciles, qui sont des soldats humains, se précipitent vers le chevalier et enfoncent leurs armes dans le chevalier, mais il n'y a aucune résistance de la part du chevalier. Ils découvrent bientôt pourquoi il ne bouge pas lorsqu'il commence à se tortiller de douleur. Sans trop réfléchir, Suzume semble avoir compris le pouvoir magique du chevalier. Kazuki frappe le chevalier à l'épaule avec une attaque à longue portée.
Cependant, le coup revient à Kazuki, ce qui confirme enfin que le chevalier utilise une magie appelée réflexion. C'est une magie qui permet de renvoyer tous les dégâts infligés à l'armure sur celui qui les a causés. Le chevalier est impressionné que Suzune ait découvert son talent, la félicitant d'être la première personne à l'avoir facilement compris. Ken s'acquitte de ses devoirs lorsqu'il commence à ressentir une migraine tenace qui refuse de partir. Il essaie de se soigner, mais cela ne fonctionne pas. Il commence à se demander si quelque chose de grave est arrivé à Suzune et Kazuki. Il souffre tellement, le laissant vulnérable à un soldat démon, mais l'un des soldats humains qu'il a sauvé il y a quelques instants est là pour sauver son ouvert. Il demande alors au soldat où se trouvaient les héros. Le soldat lui fait savoir qu'ils se battent au centre du champ de bataille. Continuant le combat contre le chevalier, Suzune réalise qu'ils sont en grand désavantage face au chevalier parce qu'ils ne peuvent pas attaquer. Cependant, Suzune a un plan contre le chevalier. Elle en parle à Kazuki et ensemble, ils chargent vers le chevalier. Suzune bloque la vision du chevalier avec un nuage de poussière parfait. Une fois cela accompli, ils attaquent ensemble le chevalier en armure sombre. Cependant, les deux réalisent bientôt que ce n'est rien d'autre que de la merde de chien lorsque l'attaque revient les frapper. Juste à ce moment-là, Suzune remarque qu'il y a des dégâts sur le dos du chevalier qui n'ont pas été reflétés. Une autre idée lui vient immédiatement à l'esprit et elle dit à Kazuki qu'il devrait lancer une autre attaque. Cette fois, Suzune active sa super vitesse et court autour du chevalier, tandis que Kazuki bloque la vision de l'ennemi avec une boule de lumière. Avant que le chevalier ne comprenne ce qui se passe, Suzune a enfoncé son épée dans sa gorge par derrière. Suzune croit que le chevalier ne peut pas refléter les attaques qu'il ne voit pas venir. En plus de cela, elle a retiré à l'ennemi la capacité de dire le mot « réfléchir ». Elle incite alors Kazuki à attaquer puisqu'ils ont maintenant une chance. Cependant, ils apprennent à leurs dépens que le chevalier se moquait simplement d'eux. Le chevalier réfléchit l'attaque de Suzune, provoquant l'ouverture de la blessure sur son cou. Kazuki est également empalé par le chevalier en sautant vers lui. Le chevalier se moque d'eux, disant à Suzune qu'ils ont intentionnellement laissé la blessure dans leur dos sans la refléter pour les induire en erreur. En plus de cela, il n'a pas besoin de sa voix pour refléter une attaque. Tout ce dont il a besoin, c'est de la volonté et de la pensée pour le faire, et c'est considéré comme fait. Le chevalier se vante fièrement qu'il n'y a rien, ni personne dans ce monde qui puisse les arrêter. Kazuki est déjà allongé à moitié mort sur le sol, tandis que Suzune le rejoint progressivement. Ken est en route vers eux, mais il est possible qu'il soit trop tard avant qu'il n'arrive là où se trouvent ses amis. Alors que Suzune et Kazuki perdent lentement leur force vitale, Suzune se souvient du premier jour où elle a approché Ken à l'école. Elle se considère chanceuse d'avoir rencontré Ken ce jour-là. Elle était heureuse d'avoir été convoquée dans ce monde et aussi du fait que Ken, qui est censé être le bon à rien parmi eux, est celui qui sait ce qu'il doit faire. Les soldats humains sont plongés dans le mépris total en voyant les héros gisant là, au bord de la mort. Les démons célèbrent parce que le chevalier noir semble être inarrêtable. Le chevalier noir lève alors son épée pour terminer ce qu'il a commencé. Cependant, Ken se précipite vers lui à une vitesse fulgurante. Avec l'affirmation que ses amis ne vont pas mourir, il assène un coup dévastateur au corps du chevalier, l'envoyant voler en gémissant de douleur. Ken est heureux d'avoir atteint ses amis avant qu'ils ne meurent. Il commence à les soigner immédiatement, mais le chevalier doit se relever. Un morceau de l'armure sur son visage se détache pour montrer que le chevalier est une femme. Le chevalier admet que l'attaque lui a fait mal et à cause de cela, elle va blesser Ken très gravement. Ken n'a pas le temps de combattre la salope noire et il porte ses amis dans le but de s'enfuir. Les démons essaient de l'arrêter, mais les soldats humains sont là pour couvrir sa sortie. Suzune a ouvert les yeux et elle a remercié Ken de les avoir sauvés. Le chevalier noir continue de poursuivre Ken et lance même son épée à un moment donné. Cela manque de peu le trio, mais Ken parvient à éviter l'attaque. Ken s'arrête et Suzune lui fait savoir qu'ils n'ont pas réussi à infliger de dégâts au chevalier noir. Le chevalier les rattrape avec la promesse de blesser Ken tout comme il l'a blessé. Ken n'a pas l'intention de combattre le chevalier, mais elle commence à l'énerver. Il décide de se battre avec le chevalier, tandis que Suzune veille sur Kazuki. Alors qu'il charge vers le chevalier, il réalise que l'armure du chevalier peut aussi se transformer, ce qui rend l'armure encore plus mortelle. Le chevalier essaie de frapper Ken avec ses attaques, mais elles n'ont aucun effet sur lui, laissant le chevalier noir totalement surpris. Ken remarque que le chevalier ne s'attend pas à ce qu'il apporte, et il augmente l'intensité de ses coups de poing. Le chevalier s'énerve, disant à Ken de mourir. Mais Ken rappelle à la fière plage que les gens ne meurent pas simplement parce qu'elle l'a dit. Kazuki reprend enfin conscience et Suzune lui dit que c'est Ken qui les a guéris. En fait, il est actuellement en train de se battre avec le terrifiant chevalier noir. Toutes les attaques de réflexion du chevalier ne fonctionnent pas sur Ken parce qu'il est constamment en état de guérison. Suzune se demande si la faiblesse du chevalier pourrait être la magie de guérison. Il réalise que Ken n'inflige pas de blessures au chevalier avec ses attaques, mais qu'il rend chacune d'elles vraiment douloureuse pour elle. Suzune ne peut que reconnaître le fait que c'est une façon foutrement mauvaise d'utiliser la magie de guérison. Le chevalier noir devient furieux que Ken se soit joué d'elle et elle active tout ce qu'elle a en elle. Son aura devient plus terrifiante et son épée devient encore plus grande qu'avant. C'est censé effrayer Ken, mais le mec ne se soucie même pas de tout le spectacle d'intimidation que le chevalier met en scène. Il ne se soucie pas du type de magie que le chevalier possède parce que tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit tout terminer. Ken et le chevalier se précipitent l'un vers l'autre et entrent en contact, laissant une grande vague dans leur sillage.
Ken tient jusqu'à sa limite, et il surmonte le chevalier avec sa magie de guérison. Il brise l'épée du chevalier, lui permettant de porter un coup final qui transperce le chevalier. Cela peut être vu au loin, et Rose semble impressionnée par ce qu'elle voit. Une fois que tout se dissipe, la chevalière noire a perdu son armure, la laissant complètement vulnérable. La chevalière s'avère être une démone aux cheveux blancs, et elle a été complètement assommée par l'attaque de Ken. Ken appelle son coup final le coup de poing de guérison ultime. Une fois que les démons réalisent que leur meilleur combattant a été vaincu et capturé, ils commencent à retourner dans leur trou comme des rats. Suzune remercie Ken de les avoir sauvés, car ils seraient sûrement morts sans son intervention. Suzune lui demande quel type d'attaque il a utilisé, et il lui explique que Rose lui a appris à la dernière minute. C'était le conseil qu'elle lui a donné avant qu'ils ne se séparent. Tout ce que Ken a à faire, c'est d'imprégner son point de magie de guérison. Il guérit donc son ennemi tout en lui infligeant une douleur intense. Cela ne tuera pas l'ennemi, mais l'assommera sûrement. Suzune et Ken savourent leur succès lorsque les soldats arrivent pour leur dire que le serpent continue de semer le chaos. Les héros prévoient de terminer cela, et Ken veut les rejoindre, mais Rose arrive pour l'arrêter. Ken a presque peur au point de se faire dessus à l'arrivée de son maître. Il commence même à s'excuser d'avoir tout réglé avant que son maître n'arrive. Rose dit alors à Ken qu'ils doivent retourner au camp et qu'ils devraient laisser les héros s'occuper du serpent. Ken dit à ses amis qu'il ferait mieux de revenir vivant, et Suzune lui assure qu'ils ne vont pas gâcher les vies qu'il leur a données. Dans le camp des démons, Amila et les autres ont appris que le chevalier noir a été capturé, les laissant en panique totale. Amila a encore plus peur lorsqu'elle entend qu'il y a une autre personne aussi agile que Rose. Elle réalise immédiatement que la bataille est perdue d'avance, car ils n'ont même pas affronté Siglus, et ils perdent déjà si mal. Elle dit à Iriluk de rappeler le serpent car il est temps de battre en retraite. Iriluk est sur le point de le faire quand il se rend compte que le serpent a été pris en embuscade par les héros. En travaillant ensemble, Suzune et Kazuki abattent Éclabette rampante. Maintenant à l'infirmerie, Rose dit à Ken que l'ennemi se retire et il veut savoir s'ils vont poursuivre, mais elle dit non. Elle essaie d'éviter d'autres pertes car les démons sont susceptibles d'attaquer à nouveau dans un avenir proche. Juste à ce moment-là, Rose commence à complimenter le gars, lui faisant savoir que la bataille aurait probablement été perdue s'il n'avait pas sauvé les héros. En entendant les éloges, des larmes coulent des yeux de Ken, car il réalise enfin que son dur labeur n'était pas vain. Rose lui tapote la tête, et Ken remercie la dame de lui avoir appris la bonne façon de sauver les gens. Rose sourit en regardant Ken avec fierté. Ken se sent étourdi et s'évanouit, mais Rose le rattrape, réalisant qu'il est déjà à court de mana et de stamina. Elle est contente qu'il ait pu tenir aussi longtemps et Rose ne peut être plus fière de son étudiant. Après la bataille, Ken est convoqué au château où il est récompensé par le roi pour ses efforts courageux qui leur ont permis de gagner la bataille. Ken n'a jamais été devant autant de monde. Cela le rend nerveux, mais une tape de son maître le ramène à la raison. Il s'assoit pour raconter son moche animal de compagnie, Blorine, l'histoire de comment tout s'est passé. Il est en train de raconter cela quand Gomul arrive pour lui dire que sa présence est à nouveau requise au château. En marchant dans la rue, Ken est traité comme une célébrité par les gens, ce qui le met assez mal à l'aise. En arrivant au château, Haruka le remercie pour ses efforts pendant la guerre. Il arrive dans la salle du trône et le roi lui dit qu'ils ont besoin de son aide concernant le chevalier noir, qu'il a capturé. Elle a coopéré lors des interrogatoires, ce qui montre qu'elle n'est pas loyale au royaume des démons. Cependant, ils veulent savoir certaines choses sur l'armée des démons, qu'elle ne dit pas encore. Elle a insisté sur le fait que voir Ken sera la seule chose qui la fera coopérer. Ken accepte cela et en se dirigeant vers le sous-sol, il est escorté par Suzune qui prétend être là pour protéger Ken. Ken doit lui rappeler que le chevalier noir l'a littéralement battu en bataille. Le chevalier noir utilise la magie noire, mais la magie de guérison de Ken annule ses pouvoirs. Ken se souvient alors qu'il a infligé tant de dégâts au corps du chevalier et qu'elle aurait dû recevoir des soins médicaux. Ken se précipite vers la cellule pour vérifier le chevalier noir, qui est maintenant couvert de son armure. Ken lui demande si elle va bien, mais elle répond qu'elle est habituée à la douleur. Néanmoins, Ken sait qu'elle doit mourir à l'intérieur, et il dit à Siglus de le laisser entrer. Siglus accepte, et Ken commence à soigner la dame. Il fait cela jusqu'à atteindre son visage, apaisant le visage de la dame et la forçant à retirer complètement son armure. Des larmes coulent de ses yeux alors qu'elle dit à Ken qu'elle ne s'est jamais sentie ainsi auparavant. Plus tard, Ken réalise qu'il est sur le point de traverser une autre session d'enfer lorsque son maître lui dit qu'il doit s'entraîner et apprendre à esquiver les coups. Il est habitué à recevoir des coups et à se soigner, mais son maître veut qu'il évite les coups au lieu de les laisser atterrir. Rose se prépare à frapper le gars, mais il commence à reculer. Elle dit même au gars qu'elle va commencer doucement, mais Ken se demande quel genre de monstre prend plaisir à frapper ses subordonnés. L'entraînement commence et Rose réussit à donner un coup de poing au gars, le mettant complètement KO. Ken se réveille pour subir le même traitement encore une fois. Cela continue pendant 3 jours, rendant sa vie un enfer. Ken décide de rendre visite au Chevalier Noir dans sa cellule puisqu'il est en jour de repos. Il raconte au Chevalier Noir tout ce qui s'est passé, ce qui fait se demander au Chevalier Noir pourquoi il fait cela. Elle réalise qu'elle devient vulnérable autour de lui et lui demande de partir. Alors qu'il s'apprête à quitter le château, il tombe sur Kazuki qui s'entraîne devant Celia. Il ne peut pas croire que c'est à quoi ressemble l'entraînement, parce que son maître a presque mis fin à sa vie en prétendant qu'elle l'entraîne. Kazuki remarque la présence du gars et il interrompt son entraînement pour qu'il puisse parler.
Celia dit à Ken que le roi lui fait maintenant plus confiance qu'avant. Il sait que la bataille aurait été perdue sans son intervention courageuse. Ken veut faire preuve de modestie, disant à la princesse qu'il n'a rien fait, mais Kazuki intervient. Il est sur le point de mentionner le fait qu'il a failli mourir quand il se souvient qu'il est à côté de Celia, ce qui le force à se taire rapidement. Cependant, Celia a déjà compris et après le départ de Ken, Kazuki se retrouve dans une situation d'interrogatoire intense. Ken, de son côté, se demande ce qu'il adviendra du Chevalier Noir maintenant. Elle a donné toutes les informations qu'il voulait d'elle et il y a la possibilité qu'elle soit exécutée. Le Chevalier Noir est dans sa cellule quand Rose apparaît, la laissant complètement surprise. Rose dit à la dame qu'elle est là pour lui donner deux options et le Chevalier Noir est déjà terrifié. Elle sait que Rose est bien plus forte que Ken, ce qui en fait une menace très effrayante. Rose lui dit qu'elle a le choix de pourrir en prison ou de la rejoindre pour qu'elle puisse la transformer en démon droit. Pas qu'elle ait le choix, car Rose a déjà pris sa décision. Rose met un outil magique autour du cou du chevalier pour restreindre sa magie noire et l'empêcher de mettre son armure. Le chevalier commence à se demander ce que Rose veut d'elle, mais elle ne le découvrira que si elle est patiente. Ken et Blue font un jogging quand il est soudainement frappé de côté par son maître menaçant. Elle lui rappelle qu'il est censé prendre du temps libre et Ken se demande si c'est une raison suffisante pour qu'elle le frappe. Salope, admets juste que tu es un monstre et que tu aimes frapper et donner des coups de pied. Ken est choqué de voir la chevalière avec Rose. Rose informe Ken qu'elle a des plans pour réformer la dame et en faire une coursière pour l'équipe de secours. Rose s'amuse déjà car ce sera sa première fois à entraîner un démon. Quand la chevalière se réveille, Ken lui offre ses condoléances car il sait que la chevalière est complètement fichue. Plus tard dans la nuit, Rose informe Ken que le roi prévoit de l'envoyer, lui et les héros, dans d'autres nations pour délivrer des missives. Ken se demande pourquoi il a été choisi avec les héros et Rose lui fait savoir que le roi lui fait maintenant confiance pour mener à bien la mission. Rose lui dit de se préparer avant qu'on ne fasse appel à lui. Ken décide d'acheter un livre en ville et le libraire s'excuse auprès de lui pour leur comportement après la bataille. Ils étaient juste excités et impressionnés par la performance du gars. Malheureusement pour Ken, il tombe à nouveau sur le pervers, Suzune. Il essaie de gérer ce problème quand il voit la fille renard, qui lui montre la vision de Suzune et Kazuki mourant sur le champ de bataille. Il se précipite là où se trouve la fille et, à sa surprise, la fille lui dit qu'il est temps qu'il la rembourse parce qu'elle a besoin que Ken sauve sa mère. La fille renard dit à Ken qu'il est le seul sur qui elle compte et elle se présente comme Amako. Elle exige ensuite une conversation en privé. Pendant ce temps, le Chevalier Noir a du mal à faire face à l'entraînement rigoureux imposé par Rose. Elle voit toute l'unité de secours comme des inhumains parce qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un ne meure pas de ce type d'entraînement rigoureux. Elle décide de s'allonger par terre parce qu'elle est fatiguée, mais un coup de pied de Rose lui donne l'adrénaline qu'elle veut et elle reprend immédiatement son entraînement. Puisque Rose et les autres sont en entraînement, Ken et Suzune décident de parler à Amako dans le dortoir. Ken la remercie d'avoir sauvé ses amis en lui montrant la vision. Amako explique alors au gars qu'elle a cherché un guérisseur et c'est la raison pour laquelle elle a quitté le territoire lointain des Beastkin car seuls les humains ont des guérisseurs. Il lui demande pourquoi elle n'a pas demandé de l'aide à Orga ou Ururu car ils l'auraient sûrement aidé. Elle répond que les deux ne peuvent pas se battre et qu'elle a besoin de quelqu'un qui le peut. Il lui demande pourquoi elle n'a pas demandé à Rose et elle répond qu'elle a déjà vu Rose refuser sa demande dans une vision. Quand elle a vu Ken, elle a réalisé que c'était la personne qui allait l'aider. Ken y réfléchit et accepte d'aider. Puisqu'il va voyager pour livrer des missives, il pourrait aussi faire un arrêt au territoire des Beastkin. Cependant, Ken doit consulter Rose à ce sujet. Ken trouve Rose et lui en parle. Rose est surprise d'apprendre qu'il y a un oracle du temps dans leur terre. Elle dit que cela pourrait provoquer une guerre entre eux et les Beastkins. Cependant, Rose croit que Ken pourra se rendre sur le territoire des Beastkin en raison du voyage qu'il s'apprête à entreprendre. Ken retourne dans la pièce, mais Amako connaît déjà l'issue de sa rencontre avec Rose. Elle remercie Ken avant de partir pour la journée. Cette nuit-là, la chevalière noire a du mal à manger à cause de l'entraînement stressant et épuisant qu'elle a subi. Cependant, Ken lui dit de manger parce qu'elle n'a encore rien vu. Elle est juste à la porte de l'enfer et elle n'est pas encore entrée dans le feu. Son entraînement continue ainsi et le 10e jour, elle semble aller mieux. Elle passe par la forêt lorsqu'elle entend un cri venant des bois. Elle décide de suspendre son entraînement et d'aller voir. Il s'avère que Rose et Ken s'entraînent occasionnellement à esquiver les coups. Avec le type de coup que Ken a reçu, la chevalière noire pense qu'il devrait déjà être mort. Alors que cela continue, Ken parvient à esquiver un des coups de Rose et cela l'excite, mais un autre coup le projette contre l'arbre. Cependant, il s'en moque car une victoire est une victoire. Il a enfin réussi à esquiver un des coups de Rose après plusieurs jours. Le chevalier noir suppose que Ken n'est plus humain parce qu'il devrait être mort. Rose dit alors au chevalier noir de continuer son entraînement sous la direction de Ken. Ken et le chevalier s'assoient pour parler et Ken dit au chevalier que son maître est un monstre effrayant. Tout ce que le chevalier peut dire en retour, c'est que Ken en devient un lui-même.
Ken décide alors de finalement demander au chevalier son nom. Elle répond que son nom est Felm. Juste après avoir appris son nom, Ken s'enfuit avec Blue-Rin, laissant Felm le cœur brisé. Elle s'attend à ce qu'il ait une longue conversation avec elle, mais il part simplement avec son animal. Elle le poursuit, essayant de suivre. Mais cela se termine par son évanouissement. Pendant le dîner, l'équipe de secours pense que le gars a fait quelque chose de louche à la fille, mais il leur dit qu'il est innocent de toute bêtise à laquelle il pense. Ken parle mal de Rose, ce qui a failli lui coûter la tête. Plus tard dans la nuit, Felm surprend Ken et Rose en train de parler de son voyage pour livrer des missives. Le lendemain matin, Felm fait ses bagages et quitte le dortoir. D'autre part, Ken et Hamako se dirigent vers la salle du trône où le roi remercie Hamako pour son aide. Le Lombardi a dit que Wellesley lui donnera le reste des informations qu'il doit savoir. Il visitera la cité de la magie, Lugvist, la nation de la prière, Samariarl, la nation de l'eau, Mialark, et enfin, il s'arrêtera au territoire des bêtes. Kazuki et Suzune l'accompagneront à Lugvist, mais ils se sépareront à partir de là. Ken sera accompagné de ses chevaliers, mais avoir trop de chevaliers rendra les autres nations suspicieuses. Il va prendre 2 chevaliers avec lui et il est libre de choisir qui il veut. Une fois cette option donnée, il choisit Haruku comme l'un des chevaliers pour le suivre. C'est un grand honneur pour Haruku et il accepte la tâche. Pour le 2e chevalier qui le suivra, Ken choisit son animal de compagnie, Blue-Rin. Pendant ce temps, Rose a rattrapé Felm. Elle sait qu'elle l'a entendu parler à Ken des missives. Elle croit que la fille saisira l'occasion pour informer les démons, mais elle ne le fait pas. Il s'avère qu'elle se cache dans les bois pour pouvoir rejoindre Ken dans son voyage. Apparemment, la dame s'inquiète pour Ken, mais Rose la rassure en disant que Ken est comme elle, ce qui signifie qu'il ne va pas se blesser facilement. Rose a maintenant un autre plan pour Felm, mais d'abord, ils doivent aller au dortoir. Ce soir-là, Felm et Ken ont l'occasion de parler, et c'est essentiellement leurs adieux. Felm essaie de cacher le fait qu'elle se soucie vraiment de Ken. Rose donne ensuite à Ken le conseil le plus violent qui soit. Elle lui dit de frapper quiconque prétend qu'une autre magie est meilleure que la magie de guérison. Toz sait que le voyage qu'il entreprend va le changer d'une manière ou d'une autre, et elle lui souhaite bonne chance. Elle dit au garçon qu'elle attend de grandes choses de lui, le transformant en gros en Spider-Man. Ken admire tellement la dame et il est heureux qu'elle soit son maître. Le lendemain, les héros et Ken partent pour leur voyage. Rose a également emmené Felm là où elle recevra désormais sa formation. Elle est enfin en enfer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour du contenu comme celui-ci. N'hésitez pas à laisser dans la section des commentaires quel anime vous souhaitez que nous récapitulions pour votre divertissement. Santé les gens et passez une bonne journée.